Alors, la promenade du jour, c'est donc la visite de l'acropole d'Athènes. L'acropole, une colline naturelle que l'on trouve à Athènes. Il y a plusieurs collines naturelles que l'on trouve à Athènes. On en voit quelques-unes sur le panorama. Colline naturelle qui a une hauteur d'environ 156 mètres et qui a un plateau supérieur en forme, grosso modo, d'ovale, un ovale de 270 mètres de long dans la direction ouest-est et de 85 mètres de long de large, donc plutôt dans la direction nord-sud, 85 mètres à l'état naturel. Mais comme on le voit, le plateau a été amélioré, si l'on peut dire. Il a été renforcé, consolidé par des travaux ici qu'on voit très bien, des travaux de consolidation et de fortification, ce qui a permis d'accroître la surface du plateau que constitue l'acropole. Des fortifications que l'on voit ici. Là, ce que nous voyons, c'est le côté sud de l'acropole, et ce que nous voyions précédemment, c'était le côté nord. Donc des fortifications bâties qui ont permis d'élargir le plateau à l'état naturel 85 mètres de large et avec la fortification 150 mètres de large. Des travaux qui ont été réalisés essentiellement au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. On voit bien ici ce à quoi correspond. Donc un rocher naturel renforcé, une position naturellement forte, c'est ce que signifie le mot acropole, la ville forte, la ville haute, et une position naturellement forte qui a été renforcée par les hommes. Et parfois, en établissant un remblai, en établissant une plateforme sur un remblai, et en réemployant pour cela éventuellement des tambours de colonnes de temples précédents. On voit ici les tambours des colonnes des temples qui avaient été détruits durant la Deuxième Guerre médique, donc dans les années 480 avant Jésus-Christ, tambours qui ont été réemployés pour aplanir le plateau. Alors, cette acropole, donc, c'est un lieu qui a été fréquenté évidemment dans l'Antiquité. On peut penser qu'il y a sur l'acropole, à l'époque mycénienne, donc au XIIIe, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, probablement un quartier où réside le détenteur du pouvoir, mais on ne sait presque rien sur la très haute Antiquité parce que tout le plateau de l'acropole a été remanié lorsqu'on a construit les bâtiments dont on voit les ruines aujourd'hui. Donc l'archéologie ne donne pas beaucoup de renseignements sur les périodes très anciennes. Ce que l'on sait, c'est que la fonction de l'acropole a été donc dans un premier temps une fonction résidentielle et pour le détenteur du pouvoir et une fonction, on pourrait dire, militaire, d'où les fortifications que vous avez vues. Et au fil du temps, s'est développé sur le plateau de l'acropole, chose dont témoignent les bâtiments que l'on voit là, s'est développé une fonction religieuse. Petit à petit, la forteresse est devenue un sanctuaire. Et donc, c'est cette évolution de la fonction qui explique la construction de bâtiments qui ont une signification sur le plan religieux, des bâtiments qui parfois sont des temples, mais ils ne sont pas tous des temples. Une fonction que l'acropole n'a jamais exercée, c'est la fonction, on pourrait dire, d'agora, c'est-à-dire le lieu où des échanges sont réalisés, soit des échanges de marchandises, un marché, soit des échanges d'idées. La vie politique ne s'est jamais tenue sur l'acropole à Athènes, mais toujours au pied de l'acropole. Ici, sur cette peinture de Leo von Klenze, qui est un peintre et un architecte allemand du milieu du 19e siècle, vous voyez donc l'agora, là où les gens se rassemblent pour discuter, pour prendre des décisions éventuellement, et pour faire leurs affaires. Eh bien, nous sommes au pied de l'acropole, sur l'acropole, c'est autre chose qui se passe, pas les activités politiques, et jamais les activités politiques, en fait. Bon, ceci étant, ce lieu qu'est l'acropole, qui est très caractéristique de la cité des Athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ, même si ce n'est pas un lieu où la fonction politique s'est développée, c'est quand même un lieu qui a une signification politique. Et les puissants du jour ont toujours été intéressés par le fait d'ériger sur l'acropole un monument, une inscription, une statue, enfin quelque chose pour marquer leur puissance, pour marquer leur rayonnement. Alexandre le Grand, par exemple, a eu sa statue sur l'acropole. Et les, les Romains ont particulièrement été imaginatifs en matière de construction, disons, commémorative sur l'acropole. Vous voyez là
donc l'entrée sur l'acropole, ce qu'on appelle les propylées, nous en parlerons tout à l'heure, et vous voyez ici la base d'un monument très haut, l'ensemble du monument, lorsqu'il était complet, mesurait 89 mètres de haut, un monument dédié à Marcus Vipsanius Agrippa. Donc Agrippa qui était l'ami de l'empereur Auguste, qui a été le véritable vainqueur de la bataille d'Actium, qui a été le gendre de l'empereur Auguste, qui aurait pu être son successeur s'il avait survécu à Auguste. Eh bien, à Marcus Agrippa, les Athéniens ont dédié un monument important juste à la porte de l'acropole, sur la pente qui mène sur la colline. Donc, voilà le dessin rappelant ce monument à Agrippa. Donc une base très haute, vous voyez, et puis un quadrige sur le dessus, et une inscription indiquant de quoi il retourne. Les Athéniens, à Marcus Agrippa, fils de Lucius, 3 fois consul, leur bienfaiteur. Donc les Athéniens à leur bienfaiteur, et qui est bienfaiteur? Eh bien, c'est Agrippa, dont on dit qu'il a été 3 fois consul, ce qui permet de dater facilement l'inscription. Agrippa a exercé son 3e consulat en 27 avant Jésus-Christ, et il est mort en 12 avant Jésus-Christ. Donc le monument plutôt, date entre 27 et 12 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'en réalité, Agrippa a réutilisé un monument qui existait déjà. Il a remplacé, il a mis son effigie à la place d'une effigie antérieure, à la place de l'effigie d'un roi de Pergame, qui avait été installé là probablement à la fin du 3e, au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, un roi de Pergame qui avait été lui aussi le bienfaiteur de la cité des Athéniens et qui avait donc pu ériger son monument sur les pentes de l'acropole. L'acropole n'est pas un lieu où la vie politique s'exerce, mais c'est un lieu qui a une signification politique, et on le voit avec ce monument romain, donc datant de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a un autre monument romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est le temple de Rome et d'Auguste, qui a été installé lui aussi sur l'acropole, non pas sur la partie ouest de l'acropole, là où il y a la pente qui permet de monter sur le plateau, mais sur la partie est de l'acropole, à l'autre bout du plateau, devant le Parthénon. Vous avez là le portique est, donc la face est du Parthénon, et devant le Parthénon, vous avez là un ensemble de ruines un peu informes, devant lequel les visiteurs, les touristes passent sans trop regarder, en fait. Si on ne sait pas, ce n'est pas du tout explicite ce dont il s'agit. Vous voyez ici quelques bouts de colonnes qui ont été déposés. Et il s'agit tout simplement des vestiges du temple de Rome et d'Auguste, donc établi à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'idée générale, c'est que l'instauration du nouveau régime, le régime d'Auguste, le principal, l'empire si on veut, ce changement politique peut être compris comme le retour de la paix, comme la protection, en somme, des citoyens après les guerres qui ont ensanglanté le monde de l'époque. Et donc, pour marquer le retour de la paix et la protection des citoyens, un temple est construit. C'est exactement les raisons qui avaient mené à la construction du Parthénon, par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Après les guerres médiques, eh bien, il s'agit de marquer en quelque sorte ce retour de la paix en édifiant des monuments somptueux. Entre la façade est du Parthénon qu'on voit là et le temple de Rome et d'Auguste, il y a exactement 23 mètres, donc vraiment devant le Parthénon, que les Romains donc, ont pu installer ce temple, ce monument à la fois commémoratif et symbolique que constitue donc le temple de Rome et d'Auguste. Après l'Antiquité, dans ce qui correspond pour nous au Moyen-Âge, disons, à Athènes, nous sommes dans l'Empire byzantin. Donc la continuation de l'Empire romain, mais en langue grecque, si on veut, c'est l'Empire byzantin. Et puis ensuite, il y a le déclin de l'Empire byzantin et arrive, je passe évidemment sur 1000 ans d'histoire, arrive la domination ottomane, les Ottomans qui renversent l'Empire byzantin en 1453 et qui se substituent à eux, donc à une domination byzantine, succède une domination ottomane, c'est-à-dire qu'un empire grec est remplacé par un empire turc. Et cela, évidemment, permet de comprendre que l'acropole au Moyen-Âge, sous domination byzantine ou sous domination ottomane, ne ressemble pas du tout
à l'acropole de l'Antiquité. Si on prend par exemple cette vue, on voit donc la façade est du Parthénon, c'est la façade principale du Parthénon. Eh bien, ce lieu a été complètement déblayé, complètement dégagé par les archéologues. On voit le rocher naturel et puis les monuments. Il n'y a plus rien d'autre, parfois un petit arbre, mais très très peu. Mais dans les siècles précédents, il y a un quartier qui s'est développé sur l'acropole, une sorte de village, au fond, s'est développé. Voilà une gravure qui vous montre la situation qui pouvait exister à la fin du XVIIIe siècle. On voit toujours le portique est du Parthénon, il n'a pas bougé, bien entendu, mais tout autour, et même à l'intérieur, il y a des bâtiments d'habitation, il y a des églises, il y a une mosquée, il y a un minaret, on ne le voit pas sur la gravure, il y a un minaret, et puis donc tout un peuple vit là et se consacre à ses activités, vaque en quelque sorte à ses activités. L'acropole, qui était un centre important de l'Athènes antique, pas un centre politique, mais un centre important de l'Athènes antique, eh bien l'acropole est devenue un village simplement. Et l'arrivée des Turcs ne change pas beaucoup la situation. La seule modification qui apparaît donc, au XVe siècle, lorsque les Turcs dominent à Athènes, les Ottomans dominent à Athènes, eh bien, le seul changement, c'est que le gouverneur militaire turc installe sa résidence sur l'acropole. Les gouverneurs byzantins résidaient plutôt en contrebas. Le gouverneur turc s'installe sur l'acropole, dans les propylées, en fait. C'est là qu'il établit sa résidence. Et petit à petit, l'idée vient qu'on pourrait stocker sur l'acropole, après tout, c'est une position naturellement forte, on pourrait stocker là quelques marchandises. Par exemple, la réserve de poudre à canon de la garnison turque pourrait être stockée là, par exemple dans le Parthénon, parce que finalement, il y a un petit peu de place quand même dans le Parthénon, il n'y a pas que l'église et la mosquée, le bâtiment est très grand, donc il y a un peu de place pour stocker des barils de poudre aussi, c'est ce qui se fait. Le seul changement qu'introduisent les Turcs véritablement au fonctionnement de la vie sur l'acropole. On payait des impôts au gouverneur byzantin, on paiera des impôts au gouverneur ottoman. Il n'y a pas grand-chose de changé au fond. Il y a eu un moment une domination franque dans le secteur, vénitienne par exemple. Les maîtres ne parlaient pas la langue des sujets, les maîtres turcs ne parlaient pas la langue des sujets. La différence est assez faible. Et donc, au fond, on peut dire que jusqu'au XVIIe siècle, les monuments de l'acropole avaient bien sûr changé d'affectation, mais ils s'étaient dans l'ensemble assez bien conservés. Et c'est ce que constate en 1674 le personnage qui est ici, qui est le marquis de Nointel. Le marquis de Nointel est l'ambassadeur de France auprès du sultan à Istanbul. Et voyageant pour rallier son poste, le marquis de Nointel fait une étape à Athènes en 1674. Vous voyez là donc la suite du marquis de Nointel, la population athénienne qui vient assister à l'arrivée de ces diplomates. Et en arrière-plan, vous avez un panorama d'Athènes en 1674. Vous voyez la ville d'Athènes, qui n'est plus qu'une petite bourgade blottie sur les flancs de l'acropole. C'est le quartier qu'à Athènes aujourd'hui on appelle Plaka. Et sur l'acropole elle-même, eh bien, il y a des bâtiments que l'auteur du tableau, qui est sans doute le peintre Jacques Carré, l'auteur du tableau représente, donc des bâtiments qui sont relativement en état. Le Parthénon a ses frontons, il y a même son toit, et les injures que le temps a pu apporter aux monuments sont relativement limitées. On voit cela donc sur cette peinture que Jacques Carré, qui accompagne le marquis de Nointel dans son ambassade, réalise après son retour en France. C'est donc une peinture réalisée en France par un peintre français et qui appartient au musée de Chartres aujourd'hui. Et le musée de Chartres a considéré, il y a déjà un moment, que cette peinture est très intéressante, mais elle est surtout intéressante à Athènes plutôt qu'à Chartres. Donc le tableau a été mis en dépôt permanent au musée historique de la ville d'Athènes. Pour des raisons juridiques, il est difficile de changer la propriété, mais le lieu d'exposition, c'est Athènes et plus Chartres. Alors, un premier peintre donc voyage avec le marquis de Nointel et réalise cette vue de l'acropole, cette vue d'Athènes en général, et de l'acropole en particulier. On voit le minaret dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre artiste accompagne le marquis de Nointel, c'est celui qu'on appelle l'anonyme de Nointel. Alors c'est une expression un peu étrange qui signifie que c'est un deuxième artiste, un deuxième peintre. Ce n'est pas Jacques Carré,
Et comme les dessins ne sont pas signés, l'auteur des dessins n'est pas signé, eh bien, n'a pas signé le dessin, il est difficile de l'identifier. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit d'Arnould de Vuez. Arnould de Vuez est un dessinateur et un peintre français, né à Saint-Omer, et il est possible qu'il soit l'anonyme de Nointel, c'est pas sûr. Ce qui est évident, en tout cas, c'est que l'anonyme de Nointel, en 1674, peut voir le Parthénon tel qu'il existe à l'époque, il peut voir le Parthénon tel qu'il a réussi à traverser le temps depuis l'Antiquité, avec des sculptures, par exemple les métopes qui sont ici, donc les métopes entre les triglyphes, les métopes qui font le tour du bâtiment, les frontons, alors là on a la moitié ouest, la moitié gauche plutôt du fronton, ça doit être le fronton est, celui-ci. Donc les sculptures qui sont un peu endommagées, mais qui sont dans l'ensemble assez bien conservées. Ce qui est assez bien conservé aussi, c'est la frise des Panathénées, qui est derrière la colonnade. Nous reparlerons de tout cela en détail, bien sûr. Cette frise des Panathénées que l'anonyme de Nointel voit comme il la représente sur ses dessins, c'est-à-dire des sculptures qui sont, pour des sculptures antiques, en bon état. Ça, c'est la situation en 1674. Et 13 ans après, tout change. 13 ans après, tout change parce que le monument, l'Acropole en général, le Parthénon en particulier, le monument qui avait subsisté assez bien au passage du temps va être ruiné complètement donc, en septembre 1687. Et par qui? Eh bien, par les Vénitiens. Donc, deuxième lien entre l'Acropole d'Athènes et l'Italie. Le premier lien, c'était Marcus Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième lien, c'est Morosini, donc en 1687. En effet, Francesco Morosini est vénitien, il est capitaine général. Capitaine général, ça veut dire le chef de l'armée de la République de Venise. Et en 1688, il sera même élu doge de la République. On le voit ici dans son portrait officiel. On le voit donc portant une cuirasse, une armure, c'est le signe de sa fonction militaire, capitaine général, et on le voit arborer le chapeau spécial des doges de Venise, qui signifie qu'il a donc été élu souverain de la République, si on peut dire. Donc il cumule à la fois la fonction de capitaine général et la fonction de doge. C'est le dernier à exercer cette double fonction en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe donc en 1687? Pourquoi Morosini va-t-il bombarder l'Acropole? C'est assez compliqué, disons pour simplifier, que cela se comprend si l'on se souvient de la situation géopolitique en 1687. C'est l'Empire ottoman qui, depuis des siècles, est une puissance expansionniste. L'Empire ottoman qui a donc réussi à renverser l'Empire byzantin en 1453, l'Empire ottoman qui s'est étendu à une bonne partie du bassin de la Méditerranée, l'Empire ottoman qui vient de mettre la main sur l'île de Crète. L'île de Crète était une possession vénitienne. Les Ottomans ont assiégé la Crète pendant une vingtaine d'années, entre 1648 et 1669, et après bien des efforts, en 1669, ils finissent par s'emparer donc de la ville de Candie, Héraclion aujourd'hui, Candie, donc la capitale de l'île de Crète, qui est prise par les Ottomans après un siège très long, et bien que la Crète ait reçu l'aide d'une expédition internationale, on pourrait dire, une expédition européenne, pour la secourir sans y parvenir. Par la suite, quelque temps après, les Ottomans mettent le siège devant Vienne, en Autriche. C'est le second siège de Vienne de 1683. Et le siège dure un moment. Là aussi, il y a une intervention d'une armée internationale qui est dirigée par le roi de Pologne, Jean Sobieski. Et cette armée internationale réussit à forcer les Ottomans à abandonner le siège de Vienne. Donc, le siège de Candie, c'était un succès après 20 ans. Le siège de Vienne, c'est un échec pour les Ottomans. Donc, vu du point de vue de Venise, le siège de Candie, c'est une défaite, mais le siège de Vienne, c'est une victoire. Il est donc possible de contrecarrer l'expansion ottomane en Méditerranée et de façon générale en Europe. Il est possible de repousser les Ottomans, et c'est ce qui explique la mise en place d'une expédition vénitienne en Grèce, expédition vénitienne dans le Péloponnèse, expédition vénitienne qui finit par arriver à Athènes, donc en 1687.
Donc, Morosini, le chef de cette armée, il est accompagné par un adjoint, qui est une sorte de mercenaire suédois, le comte Philippe Christophe de Königsmarck, dont on pourra dire un mot tout à l'heure, si vous voulez. Il y a quantité de choses originales à raconter à propos de Königsmarck. Et donc, les deux militaires, les deux généraux, organisent le siège d'Athènes. Et cela va leur valoir, et surtout à Morosini, cela va lui valoir des honneurs considérables à Venise, avant même le siège d'Athènes. Honneurs considérables, donc il est élu doge en 1688, mais avant même le siège d'Athènes, dès 1686, on lui consacre à Venise, dans la salle du scrutin, on lui consacre un arc de triomphe. Il a déjà remporté des victoires dans le Péloponnèse, il y a cet arc de triomphe, ensuite il y a le siège d'Athènes. Alors, ce siège d'Athènes peut être évoqué par ces dessins. On voit donc le plan de l'acropole, on a déjà regardé un plan de ce genre. Ici, on a une vue de l'acropole prise du sud vers le nord, et là, une vue de l'acropole prise du nord vers le sud. Et je vais prendre ce dessin qui est ici, qui montre les opérations du 26 septembre 1687. L'artillerie vénitienne donc, bombarde l'acropole et bombarde surtout le Parthénon. Donc, bombarder le Parthénon, ça veut dire bombarder un monument antique, ce que tout le monde sait, bien sûr, mais ça veut dire aussi bombarder la réserve de poudre à canon de la garnison turque. Donc, cette réserve de poudre à canon explose, un incendie se déclare, et le bâtiment est ruiné du fait de cette explosion, du fait de ce bombardement. Donc, c'est une catastrophe, évidemment, pour le monument, mais vu du point de vue des Vénitiens, c'est une victoire qui est fêtée, qui est célébrée, et donc Morosini devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, doge de Venise en 1688. Donc cette vue axonométrique nous permet de comprendre ce qui s'est passé. La poudre est stockée à l'intérieur du bâtiment, et lorsqu'elle fait explosion, c'est surtout la partie sud qui est concernée. Eh bien, elle détruit le mur intérieur et elle détruit la colonnade extérieure. Donc, tout cela vole en éclats. Il y a des dizaines de milliers de morceaux qui sont, qui sont induits par cette explosion qui détruit la face sud du Parthénon et qui endommage fortement tout le reste. Voilà donc la situation actuelle. Là, vous avez la face sud du Parthénon et la brèche qui a été réalisée par l'explosion de 1687. Donc, des monuments qui s'étaient conservés assez bien jusqu'au XVIIe siècle sont détruits du fait de la guerre vénitienne en 1687. Et donc, quelques temps après, eh bien, ce sera la fin de la vie de ces deux personnages, Morosini et Königsmarck. Alors, l'acropole est détruite, le Parthénon est détruit, bombardé qu'il est par les Vénitiens, mais ensuite, quelques temps après, il sera pillé par les Anglais. Et donc là, là, on se déplace un petit peu, on est à la fin du XVIIe siècle, on arrive au début du XIXe siècle, et il faut évoquer évidemment le comportement de Lord Elgin. Lord Elgin, en 1801-1802, est ambassadeur du Royaume de Grande-Bretagne auprès du sultan de l'Empire ottoman, auprès du sultan d'Istanbul. 1801-1802, c'est une période complexe. Les puissances européennes sont en guerre les unes contre les autres. En fait, en 1802, il va y avoir une trêve et puis la guerre reprendra ensuite. Ces guerres sont appelées en France les guerres de la Révolution et de l'Empire. Ces guerres sont appelées en Angleterre les guerres françaises. Et ces guerres françaises, en 1799, 1800, 1801, en fait, elles se déroulent aussi en Égypte. C'est l'époque de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, c'est l'époque de la bataille des Pyramides, c'est l'époque de la bataille d'Abouki, enfin ce genre de choses, c'est l'époque de la pierre de Rosette, voilà. Et donc la diplomatie britannique va exploiter cette situation et faire valoir au sultan de l'Empire ottoman le raisonnement suivant. L'Égypte, c'est une province ottomane, éloignée certes, mais c'est une province ottomane. Une armée étrangère, l'armée française, a envahi cette province. Eh bien, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, Lord Elgin, offrent au sultan de l'Empire ottoman une aide, une alliance, un appoint, une protection. Donc, il y aura une armée anglaise qui va aller lutter contre les troupes françaises en Égypte, et une protection aussi pour le reste de l'Empire est offerte par le Royaume-Uni à l'Empire ottoman. Donc, on exploite la situation, si on veut. Et donc, deuxième stade du raisonnement de Lord Elgin, cela mérite bien une petite récompense, cela mérite bien quelque chose, une compensation. Pourquoi pas quelques sculptures que l'on prendrait sur l'acropole à Athènes.
Lord Elgin réussit à obtenir, pense-t-il, l'autorisation de prendre des sculptures sur l'acropole à Athènes. Il réussit à obtenir un document lui donnant ce droit, document en langue turque, hein, lui donnant ce droit, document qui a disparu. Il n'en reste qu'une traduction en italien, dont on ne peut pas être sûr que cette traduction soit vraiment exacte. Hein. On peut évaluer la qualité d'une traduction si on a la traduction et l'original, évidemment, sinon on ne peut rien dire de précis. Mais enfin, même le texte en italien ne donne pas le droit aux Anglais de détruire ce qui reste du Parthénon pour en arracher des sculptures. C'est pourtant ce qu'ils font. C'est pourtant ce qu'ils font, par exemple, si on considère les métopes. Les métopes sont donc les sculptures qui sont là entre les pierres gravées de trois lignes verticales qu'on appelle des triglyphes. Ici, il reste une métope, comme vous voyez. Pourquoi? Parce que pour enlever cette métope, il aurait fallu enlever l'entablement. C'est assez compliqué. Ici, ça n'a pas été nécessaire puisque l'explosion de 1687 a fait voler en éclats ce qui restait du toit. Donc, on a pu extraire au marteau et à la baramine, hein, on a pu extraire les métopes qui avaient survécu au bombardement vénitien, qui avaient survécu aussi au fait que le Parthénon avait été transformé en église et en mosquée au Moyen-Âge, et donc on n'avait pas hésité à marteler quelques sculptures. Donc, malgré tout, les sculptures qui pouvaient subsister sont en grande partie prélevées par les troupes anglaises en 1801 et 1802, et elles sont ensuite transportées à Londres, où elles sont toujours aujourd'hui. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que cette question est toujours très vive hein, entre l'Angleterre et la Grèce aujourd'hui. Alors, voilà donc l'affaire qu'on appelle l'affaire des marbres d'Elgin. Comment régler une situation de ce genre hein? Donc, si on résume, il y a eu peut-être un texte donnant le droit aux Anglais de prendre quelque chose sur l'acropole. On ne sait pas exactement ce que contenait ce texte. La traduction en italien ne donne pas le droit aux Anglais de détruire ce qui existe pour y prendre quelque chose. Elle leur donne le droit de pénétrer dans une forteresse militaire pour observer ce qu'il y a et éventuellement prendre ce qui peut joncher le sol. Et donc, tout cela, vu d'Angleterre, maintenant, ce sont des marbres qui ont été achetés, les Anglais ont eu l'autorisation des Turcs, ils ont payé, donc tout va bien. Comment régler une situation de ce genre au XXIe siècle? Bon, on peut prendre quelques comparaisons. Par exemple, l'affaire du cavalier rampant. Le cavalier rampant, c'est une statue qui se dressait sur l'acropole avant les guerres médiques, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Durant les guerres médiques, elle a été abattue, cette statue, par les Perses. Elle a été enterrée sur l'acropole et elle n'a été redécouverte par les archéologues qu'au début du XXe siècle. Et cette tête de la statue donc, a été achetée par un collectionneur, Rampin, collectionneur français, qui l'a donnée au musée du Louvre. Donc la tête de la statue est au musée du Louvre. Et puis ensuite, les travaux sur l'acropole continuent, les fouilles continuent, et on découvre d'autres parties de la statue, notamment le corps du cavalier et le corps, enfin une partie du corps du cheval. Donc question, faut-il réunifier la statue? Il y a la tête à Paris, le corps à Athènes. Faut-il réunifier la statue? C'est une question qui a été étudiée par les Grecs et les Français, donc par le musée du Louvre et le musée de l'Acropole pendant très longtemps. C'était assez difficile de trouver un accord, en fait. Mais un accord a finalement été conclu, accord au terme duquel le corps reste à Athènes et ne vient pas à Paris, accord au terme duquel la tête reste à Paris et ne va pas à Athènes. Mais on réalise un moulage de très grande qualité que l'on va installer à Athènes sur le corps du cavalier rampant. Donc le cavalier rampant est presque complet à Athènes, il y a la tête à Paris. Voilà un exemple de règlement possible où l'on cherche à permettre donc l'existence d'une réplique aussi parfaite que possible, donc d'un côté, enfin pour les détenteurs du complément de la statue. Un autre mode de résolution du problème, je l'ai dit tout à l'heure à propos du tableau de Jacques Carret, au fond, ce tableau réalisé en France par un peintre français, appartenant à un musée français, bien sûr, il pourrait rester en France, mais sa place plus naturelle, plus, pas légitime, mais sa place plus appropriée est quand même plutôt à Athènes, et donc le musée de Chartres a mis en dépôt au musée historique de la ville d'Athènes la toile. Mettre en dépôt, ça veut dire qu'il conserve juridiquement la propriété, mais la toile ne sera pas
ne sera pas déplacée, sauf si on décide de la déplacer. Par exemple, il y a eu l'an dernier, à Paris, au Louvre, une exposition sur le deuxième centenaire de l'indépendance grecque. Eh bien, le tableau avait été déplacé, justement. Il était venu d'Athènes à Paris, puis ensuite il est reparti à Athènes. Donc, affaire des marbres d'Elgin, compliquée, très difficile. Vous savez qu'un Premier ministre anglais, il y a peu, Boris Johnson, avait dit que c'est une affaire qui ne concernait pas le gouvernement anglais, mais le musée, le musée britannique, comme on disait autrefois, le British Museum, qui est donc entré en tractation avec le gouvernement grec, et le Premier ministre actuel. Les Anglais changent de Premier ministre tous les ans, depuis 6 ans. Eh bien, le Premier ministre actuel a dit qu'il n'était pas question de faire quoi que ce soit à propos des marbres d'Elgin, hein, on en est là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, il y a plusieurs solutions. Si on est de bonne volonté, on peut imaginer bien des solutions. Et surtout que, depuis les années 80 du XXe siècle, le problème a été complètement transformé. Il a été transformé par l'intervention de Mélina Mercouri. Mélina Mercouri était une actrice qui a été la lauréate du prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour le film dont vous voyez l'affiche ici, hein, Jamais le dimanche, Les enfants du Pirée. Et c'était une personne qui appartenait à une bonne famille d'Athènes. Son grand-père avait été maire d'Athènes pendant 30 ans avant la Première Guerre mondiale. Et Mélina Mercouri, dans les années 80-90, est ministre de la Culture en Grèce. Et elle va déployer son action dans 2 directions précises. D'une part, la notion de capitale européenne de la culture. C'est elle qui lance l'idée, et cette idée ensuite est reprise, vous savez, elle existe toujours, et à Lille, par exemple, en 2004, on a vu ce que cela pouvait donner, c'est-à-dire quelque chose d'important, un événement marquant qui attire l'attention sur une ville en particulier, mais qui attire l'attention aussi sur, on pourrait dire, la communauté que forment les Européens, capitale européenne de la culture. Et Mélina Mercouri avait pensé que, pour les gens de bonne volonté, les capitales européennes de la culture, c'était la possibilité de régler un certain nombre de problèmes, comme par exemple la question des marbres du Parthénon. Rien ne s'est fait du côté anglais. Et puis, deuxième axe de l'action de Mélina Mercouri, faire construire à Athènes un musée de l'Acropole moderne. Il y a sur le plateau de l'Acropole un petit bâtiment qui, depuis le début du XXe siècle, abrite les vestiges que l'on a trouvés, ce qu'on appelle un musée de site, hein. Mais au fil du temps, il a été complètement rempli de sculptures qui sont entassées un peu n'importe comment, et donc on n'y voit rien dans ce musée ancien de l'Acropole. Et l'idée de Mélina Mercouri, c'est de faire construire au pied de l'Acropole un bâtiment moderne pour abriter, évidemment, les vestiges venant de l'Acropole. Et c'est ce qui se passe, en effet. Le nouveau musée de l'Acropole, elle n'en voit pas la réalisation parce qu'elle meurt en 1994. Les travaux sont entrepris dans les années 90, et puis c'est au début des années 2000 que le musée est ouvert. Et on peut dire qu'elle a réussi à faire passer la question des marbres d'Elgin du terrain matériel, concret, politique, si on veut, au terrain symbolique et dans ce domaine qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Elle a réussi cette conversion, passer du terrain concret au terrain des images et des symboles. Et cela change complètement la situation. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'argument fondamental des Britanniques pour détenir les marbres d'Elgin, c'était, il y a eu évidemment l'achat, la force, si on veut, mais il y a aussi le fait que ces statues sont bien présentées à Londres, elles sont en sécurité à Londres, on peut les voir facilement. En plus, le British Museum était un musée gratuit depuis son ouverture au milieu du XVIIIe siècle, hein. Donc tout le monde peut voir facilement les marbres grecs du Parthénon à Londres. Par conséquent, même si bon, il y a quelques hésitations, quelques problèmes pour cette question, au fond, la présence des marbres du Parthénon à Londres est normale. Ça, c'était l'argument ancien. Et cet argument ancien ne tient plus du tout depuis qu'il y a un musée, évidemment, moderne, lumineux, donc à Athènes. À Londres, un musée ancien, plongé quand même dans une certaine forme de grisaille, avec une verrière qui laisse passer la lumière de Londres, hein, qui est quand même assez facilement grise, et en plus une verrière qui depuis le temps fuit maintenant. On va entreprendre des travaux pour essayer de réparer la fuite, et à Athènes, un musée moderne, ouvert, baignant dans la lumière. Bref, il n'y a pas photo, si je puis dire. Désormais, il est clair que la présence des marbres grecs à Londres n'est pas normale,
et que c'est à Athènes que leur place est normale. Donc, triomphe de Mélina Mercouri, si on veut, sur le plan des symboles seulement, triomphe de Mélina Mercouri, qui est une héroïne nationale en Grèce, de ce fait. Le jour anniversaire de sa mort, le 6 mars, c'est un jour où tout un chacun peut entrer gratuitement dans tous les musées grecs, en souvenir de Mélina Mercouri. Alors, nous verrons bien ce que les choses seront dans l'avenir, mais on peut considérer que l'affaire des marbres du Parthénon à Londres est une affaire terminée maintenant. Les Anglais ont perdu. Alors, nous allons parler un petit peu plus, un petit peu plus précisément, de l'Acropole, en essayant de comprendre pourquoi il y a des monuments qui ont été construits sur l'Acropole au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où domine un homme politique qui s'appelle Périclès. Donc, dans les années, disons, 440-430, c'est à ce moment-là que Périclès a étendu son influence sur la cité. Alors, qu'est-ce que c'est que Périclès? C'est donc un personnage qui exerce une forme de pouvoir à Athènes, mais dans un régime où les fonctions sont des fonctions électives. La fonction de Périclès, c'est qu'il est stratège, c'est-à-dire général qui commande l'armée. Il y a plusieurs généraux, et les stratèges sont élus et réélus éventuellement chaque année. Périclès est réélu stratège pendant 15 ans, consécutivement. Donc, il y a une fonction qu'il exerce. Mais il y a aussi un rayonnement, une influence qu'il exerce, un soft power, si on veut, que Périclès exerce sur ses concitoyens. Et le raisonnement qu'il tient est le suivant. La Grèce, bien sûr, existe, mais c'est surtout Athènes qui existe. Athènes est l'école de la Grèce, si l'on peut dire. C'est-à-dire que ce qui se fait à Athènes a un retentissement partout ailleurs en Grèce. Or, qu'est-ce que l'on voit à Athènes? On voit que avec les guerres médiques et après les guerres médiques, Athènes a réussi à développer une puissance militaire, une force tout à fait considérable qui lui a permis de remporter la victoire sur les Perses, par exemple la victoire de Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Et après les guerres médiques, cette puissance militaire a été renforcée. Athènes s'est entourée de toute une série d'alliés pour limiter le danger représenté par l'Empire perse et pour consolider donc la défense et la puissance de la Grèce en général, mais d'Athènes en particulier. Ça, c'est une première idée que Périclès avance auprès de ses concitoyens. Il constate la situation. Athènes est une grande puissance. Et puis, il nuance un petit peu en indiquant que cela ne suffit pas, en fait. Maintenant que la cité est bien équipée pour la guerre, il faut qu'elle consacre sa prospérité à ce qui lui vaudra une gloire éternelle. Autrement dit, la force des armes est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour assurer à la cité un rayonnement mérité, un rayonnement justifié. Il lui faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, eh bien, ce sera les monuments de l'Acropole. L'Acropole sera à la fois une couronne pour la cité, mais aussi une vitrine pour la Grèce, la vitrine des mérites, en quelque sorte, de la cité des Athéniens. Alors, pour cela, évidemment, il faut trouver des financements. Et le financement que Périclès va utiliser, c'est un financement adapté à la situation. Là encore, nouvelle axiome, nouvelle idée proposée par Périclès à ses concitoyens, c'est de considérer que si la puissance militaire est fondée sur l'alliance d'Athènes, donc avec ses alliés, si c'est grâce à cette alliance que la puissance militaire a pu s'établir, se développer et s'amplifier, alors le rayonnement culturel doit aussi s'appuyer sur l'alliance des cités liées à Athènes. Il faut que les alliés contribuent aussi d'une certaine façon. Et le raisonnement qu'il tient est le suivant. L'alliance militaire a été dans un premier temps une alliance durant laquelle les alliés mettaient ensemble des moyens matériels concrets. Eh bien, on peut imaginer de convertir ces moyens matériels concrets en une cotisation, en une contribution financière. Et il dit, les alliés ne fournissent pas un cheval, pas un navire, pas un fantassin, à proprement parler, mais ils fournissent seulement de l'argent. Et cet argent qui est apporté dans la caisse commune, dans le trésor de guerre, cet argent n'appartient plus à ceux qui le donnent, mais à ceux qui le reçoivent. Et donc, ceux qui le reçoivent, les Athéniens, peuvent utiliser cet argent pour financer la construction des monuments de l'Acropole, dès lors que ceux qui le reçoivent fournissent aux alliés, donc ce pourquoi on leur donne l'argent en question. Autrement dit, si Athènes conserve sa puissance militaire et peut étendre une forme de protection pour ses alliés, alors il est légitime qu'elle utilise les fonds de l'Alliance pour construire les monuments de l'Acropole.
ce trésor de guerre est constitué, et il faut bien l'établir quelque part. On va donc l'établir sur l'Acropole. Il faut pour ça construire des bâtiments pour recevoir le trésor de guerre. Et c'est ainsi qu'on en arrive à un programme architectural à établir sur l'Acropole, pour des raisons en quelque sorte militaires et politiques, pour des raisons d'influence. Et donc, je vais passer en revue maintenant quelques-uns des monuments de l'Acropole, et je commence par le premier qui a été construit. Ce sont les propylées dont l'architecte est, pense-t-on, Mnésiclès, propylées de Mnésiclès. Alors, qu'est-ce que c'est que les propylées? Eh bien, c'est un ensemble de bâtiments construits sur le bord de l'Acropole, dans la partie ouest du plateau, là où il y a un plan incliné qui permet de monter sur le plateau. Un plan incliné qui rachète évidemment la dénivellation et qui permet de monter sur le plateau, là où par la suite on construira le monument à Agrippa dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ces propylées, c'est un bâtiment assez complexe. Il est établi, ce bâtiment, au bord de l'Acropole, on voit ici au bord du rocher, et il est à la fois une montée sur le plateau, un plan incliné et un escalier, et puis il est en même temps une porte permettant d'entrer sur le plateau. Voilà une photo ancienne donc, des propylées. C'est un plan incliné qui existait dans l'Antiquité et qui ne s'est pas conservé jusqu'à maintenant. C'est un escalier qui permet d'arriver sur le plateau, qui permet de monter sur le plateau, et les visiteurs vont à la fois franchir une porte tout en montant un escalier. Ils changent d'univers en quelque sorte, passant du pied de l'Acropole au plateau de l'Acropole en traversant les propylées. Donc, c'est un bâtiment d'une structure très complexe, et sur le plan architectural, un bâtiment qui a été difficile à réaliser, évidemment, et un bâtiment qui est donc une sorte de curiosité, on pourrait dire, de chef-d'œuvre architectural, un bâtiment qui est construit dans le style, dans l'ordre architectural dorique. Plusieurs des bâtiments de l'Acropole sont construits dans l'ordre dorique, nous le verrons. Et voilà donc quelques photos montrant les propylées. Lorsque les visiteurs font l'ascension de l'Acropole, bon, ils regardent à leurs pieds pour ne pas tomber sur les marches, n'est-ce pas, qui permettent de monter. En fait, ils devraient regarder au-dessus d'eux et à côté d'eux. C'est là qu'il y a le monument à observer. Il vaut mieux s'arrêter à mi-pente, si vous voulez, pour observer tout ce qu'il y a à voir. Et ce qu'il y a à voir, c'est cela. C'est un bâtiment qui est à la fois construit sur le bord de l'Acropole, sur le plan incliné, qui couvre les visiteurs. Il y a une sorte de plafond qui a été établi, donc on voit ici. Il y a des poutres qui ont été établies. Et cette photo montre bien les techniques de restauration qu'on utilise aujourd'hui. On utilise pour restaurer les bâtiments le même matériau que celui qui a été utilisé dans le passé, donc du marbre ici, et il faut s'attacher à ce qu'on voit bien les différences. C'est le même matériau, mais il n'y aura pas la même couleur. Alors c'est assez facile avec le marbre grec, parce que le marbre grec antique patiné par le temps a une couleur légèrement différente du marbre grec moderne qui n'a pas encore été patiné par le temps. Une petite différence de nuance qu'on voit bien, mais qui ne trouble pas le panorama général que l'on peut avoir du bâtiment. Alors voilà la façade des propylées donnant non pas sur l'extérieur de l'Acropole, mais sur l'intérieur de l'Acropole. Donc, ce qui est remarquable dans ce bâtiment, c'est que c'est donc l'ordre dorique qui règne en maître, mais il n'y a pas de décoration sur le bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sculpture ici, il n'y a pas de métope sculptée. Le fronton est bien sûr en ruine, mais il n'y avait pas de sculpture sur le fronton. Il ne devait pas y avoir non plus de peinture, probablement, sur le bâtiment. On sait que les monuments grecs étaient très souvent peints. Celui-là, probablement, n'était pas. Et pourquoi? Eh bien, parce que les monuments qui sont peints, ce sont les monuments qui sont consacrés aux dieux. Ce bâtiment-là n'est pas consacré aux dieux, c'est un bâtiment de service, c'est une porte simplement, et donc il n'y a pas de décoration excessive sur ce bâtiment, des propylées de Mnésiclès, donc, qui sont le premier bâtiment construit sur l'Acropole, marquant la porte et marquant l'axe principal du programme architectural que l'on veut établir sur l'Acropole. Le deuxième bâtiment construit sur l'Acropole, c'est le Parthénon. Alors pour le Parthénon, évidemment, il faut insister clairement et dire ceci, contrairement à ce qu'on dit souvent et à ce qu'on pense parfois, le Parthénon n'est pas un temple. Il y a un temple sur l'Acropole, mais ce n'est pas le Parthénon.
Alors, le Parthénon n'est pas un temple, bien que ce soit le fleuron de l'acropole, le bâtiment le plus visible. Il est situé sur le point le plus haut de l'acropole, 156 mètres d'altitude. C'est le plus grand des bâtiments construits sur l'acropole. C'est le plus représentatif, si on veut. C'est un bâtiment qui ressemble à un temple. Si on considère qu'un temple, c'est forcément un bâtiment, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un temple n'est pas forcément un bâtiment. Et en tout cas, c'est un bâtiment d'ordre dorique que l'on voit très bien sur cette photographie. Bâtiment évidemment endommagé du fait du bombardement de 1687, et bâtiment qui est aujourd'hui en restauration. Alors, c'est un bâtiment qui est donc installé excusez-moi, est installé dans la partie centrale de l'acropole et dans la partie méridionale, au centre-sud si l'on veut. C'est un bâtiment qui est très vaste, il mesure plus de 70 mètres de long, et on peut comprendre l'originalité du Parthénon en examinant son plan. Alors, le plan nous permet de constater que le bâtiment possède une colonnade qui fait le tour, ce qu'on appelle un bâtiment périptère, une colonnade périptère qui fait le tour. Sur les petits côtés, donc sur les portiques, il y a 8 colonnes en façade, donc le bâtiment est octostyle, 8 colonnes en façade. Pour un bâtiment dorique, c'est original, habituellement il y a 6 colonnes en façade, et l'espace intérieur est subdivisé en 2 parties de superficie inégale. Il y a une grande salle dotée d'une colonnade intérieure et dotée d'un socle pour y déposer une statue, on va en parler, et une salle plus petite, qui est ce que les textes appellent la salle du Parthénon, la salle des Vierges, et on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas ce que ça signifie concrètement, pourquoi cette salle porte-t-elle ce nom, on ne le sait pas, et c'est une salle qui a la particularité de ne pas communiquer avec la plus grande salle. Donc 2 salles séparées les unes des autres à l'intérieur du bâtiment central dans le Parthénon, et donc une colonnade sur chaque face de ce bâtiment intérieur, avec des termes techniques pour désigner tout cela, pronaos, opisthodon, peu importe le caractère technique du vocabulaire. Et voilà donc quelques vues rapprochées du Parthénon. Cette vue que vous voyez là, c'est la vue que l'on a quand on arrive sur l'acropole, comme les cortèges de touristes le montrent sur la photo. Après avoir franchi les propylées, on arrive sur l'acropole et on voit ça. C'est-à-dire le portique ouest, la façade ouest du Parthénon, et là, la façade nord. Donc on ne voit pas le complément, c'est-à-dire la façade est de l'autre côté, et bien sûr on ne voit pas non plus la face sud. Donc ouest et nord que l'on voit là. Et si l'on prend une autre photo, on aura le côté est et bien sûr le côté nord. Le fronton du côté est, comme vous voyez, a presque complètement disparu. Et si je reprends la première photo, le fronton du côté ouest a disparu s'il s'agit des sculptures qui ont été retirées en grande partie, mais la partie en arrière, le support de ces sculptures, lui, s'est assez bien conservé sur le côté ouest et pas du tout sur le côté est. Les 2 photographies n'ont pas été prises au même moment, et comme on le voit, cette photographie-ci, qui montre des colonnes, des échafaudages, des grues, est plus ancienne que la photographie que vous voyez là, puisque là, on voit que les travaux de restauration sont terminés. On voit très bien que des pierres de couleur plus claire ont été ajoutées. On voit que la colonnade nord a été restaurée, a été rétablie par les efforts qui ont été déployés au fil du temps, alors que la colonnade sud, on verra, n'est pas du tout rétablie pour le moment. Alors, je prends là une photographie très différente, une photographie du Parthénon de Nashville, aux États-Unis, dans le Tennessee. Alors, pourquoi prendre cette photo? A priori, il n'y a pas de rapport entre Tennessee et l'acropole d'Athènes, mais si, il y a un rapport. C'est que le bâtiment construit à Nashville dans les années 20, c'est une réplique du Parthénon. Alors, bien sûr, on n'a pas reconstitué l'acropole, au rocher naturel, hein, évidemment, mais c'est une réplique du Parthénon, les mêmes dimensions, tout à fait, et simplement, les matériaux qu'on utilise dans les années 20, c'est le béton armé. Hein, on ne fait pas dans le détail à l'époque. Aujourd'hui, on serait certainement plus méticuleux, peut-être, mais une réplique construite avec les techniques de l'époque dans les années 20 et qui nous donne une idée très convenable de ce à quoi pouvait ressembler le Parthénon d'Athènes dans l'Antiquité. Notons qu'il a fallu, avec les techniques modernes, un peu plus de 10 ans pour édifier à Nashville ce Parthénon. Et ce que l'on sait de la construction du Parthénon d'Athènes, eh bien, alors comment sait-on quelque chose sur la construction du Parthénon? Les travaux ont été financés évidemment par la cité. Il y a des documents comptables. Il a fallu prendre des décisions, les documents juridiques aussi. Les archives de la cité des Athéniens, il y a 2500 ans,
se sont conservées difficilement. Elles se sont un petit peu conservées lorsque l'on avait pris la précaution de reproduire sur une inscription sur marbre le détail des textes juridiques ou comptables sur tablette de bois couverte de cire. Parfois, cela s'est fait. Parfois, la décision a été prise de solenniser les comptes avec une inscription en marbre. Il y a plusieurs exemples comme ça sur les flancs de l'acropole d'Athènes. Et donc, on a un dossier documentaire assez complet sur la construction de l'acropole. On sait quand elle a commencé et on sait quand elle s'est terminée. Alors, elle a commencé cette construction voyons, en 447 avant Jésus-Christ, et elle s'est terminée lorsqu'on a installé la statue d'Athéna à l'intérieur en 438. Donc, si on compte bien, il a fallu 9 ans pour construire le Parthénon à Athènes. Il en a fallu presque 11 pour construire le Parthénon à Nashville, avec les techniques modernes du XXe siècle. Donc, ce qui est remarquable dans le Parthénon d'Athènes, c'est la rapidité de la construction. C'est absolument impressionnant, hein, devant une telle rapidité. Imaginez, il faut se procurer les blocs de marbre. Alors bien sûr, il y a des carrières de marbre à proximité d'Athènes, mais il faut se procurer les blocs de marbre. Il faut les hisser sur l'acropole, c'est toute une affaire. Il faut les tailler, il faut les assembler. L'espace sur le plateau de l'acropole n'est quand même pas gigantesque pour des chantiers de construction importants. En plus, il y a des activités religieuses sur le plateau de l'acropole. Il n'est pas question de les arrêter ou de les déplacer, hein. Il faut s'adapter. Donc, même si on n'a pas d'informations précises, il est évident que le chantier a été soigneusement planifié, que l'organisation a été soigneusement pensée, que les différentes équipes qui sont intervenues sur le chantier ont été soigneusement préparées, soigneusement briefées, si je puis dire, pour faire que le travail puisse se réaliser dans les plus brefs délais. Et c'est en effet ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Donc, la simple constatation de la chronologie permet d'être déjà très admiratif devant les conditions de la construction. Alors, ce que l'on peut dire aussi, je vais passer maintenant peut-être pour revenir au plan du Parthénon, ce que l'on peut dire aussi du Parthénon, c'est que sa fonction, ce pourquoi il servait, est inscrite dans le plan du bâtiment. Il y a une salle, donc, qui est la plus petite des deux, qui est fermée. Il y a ici un mur qui ne permet pas de passer dans la grande salle. Et bien sûr, il y a une porte. Donc, c'est une salle fermée. C'est là que l'on a installé le trésor de la Ligue de Délos, de la Ligue des Alliés, dont je parlais tout à l'heure. Donc, une salle du Parthénon est un trésor au sens de coffre-fort. Un coffre-fort qui permet de loger, d'abriter et de protéger les ressources financières de la cité des Athéniens. Et dans la grande salle, eh bien, il y a une statue qui est une offrande de la cité à la déesse Athéna. Un lieu dans lequel on dépose des offrandes à la divinité, en grec ancien, ça s'appelle un trésor. Donc le Parthénon est un trésor au sens coffre-fort, comme je viens de le dire, mais le Parthénon est un trésor au sens précis de l'expression, parce qu'il abrite les offrandes faites par la cité à la déesse Athéna. Le Parthénon n'est absolument pas un temple. Les activités purement religieuses et liturgiques se déroulaient ailleurs qu'au Parthénon. Je vais en parler dans un instant. Donc, un bâtiment très impressionnant par sa structure originale. On voit qu'il ne s'agit pas d'un temple, mais d'un trésor. Un bâtiment très impressionnant par le calendrier de la construction, qui est une construction extrêmement rapide, qui a été mise en place donc, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Une construction donc impressionnante aussi, si l'on considère les dimensions. Donc, un bâtiment d'ordre dorique, périptère, octostyle, une colonnade qui fait le tour du bâtiment et 8 colonnes en façade. La dimension du petit côté est légèrement inférieure à 31 mètres. La dimension du long côté est légèrement inférieure à 70 mètres. Donc, 70 mètres sur 31 pour arrondir. Ce qui donne au Parthénon une dimension considérable si on compare au temple d'ordre dorique que l'on voit à Paestum, par exemple, ou que l'on voit à Olympie. Le temple de Zeus à Olympie et le temple de Poséidon à Paestum se ressemblent beaucoup et ont à peu près la même taille. Et cette taille, c'est un petit peu moins de 60 mètres de long et un petit peu moins de 25 mètres sur le petit côté. 60 mètres sur 25 à Paestum, 70 mètres sur 31 à Athènes. Vous voyez, un bâtiment beaucoup plus grand que le temple de Poséidon à Paestum, beaucoup plus grand, et pourtant, il ne donne pas l'impression d'être massif, parce que les colonnes sont
relativement hautes par rapport à leur diamètre. Il y a une proportion normalement qui est respectée dans l'ordre dorique et qu'on voit à Paestum entre le diamètre inférieur de la colonne et sa hauteur, une proportion qui est de l'ordre de 4,5, 1 par 4,5. Donc la hauteur de la colonne est 4,5 fois plus grande que le diamètre inférieur de la colonne. Au Parthénon, c'est 5 fois et demi. Donc une colonne qui est plus élancée, qui est plus légère en apparence que celle que l'on voit à Paestum ou à Olympie. Et cela participe à créer donc une impression générale pour celui qui observe le bâtiment, une impression de relative légèreté. On pourrait avoir l'impression aussi, à regarder le bâtiment et à voir cette photo ancienne, que tout est une affaire de lignes précises, des lignes verticales pour les colonnes et des lignes horizontales pour les entablements et pour le soubassement. Et donc, on pourrait penser que les différents blocs composant les murailles, composant les colonnes, composant les frontons, ces différents blocs, si on compare par exemple les tambours des colonnes à travers toute la colonnade, sont identiques. Les premiers tambours de chaque colonne, les tambours inférieurs, sont identiques d'une colonne à l'autre et les tambours supérieurs sont identiques d'une colonne à l'autre. On pourrait avoir cette impression que tout est affaire de lignes verticales et horizontales et que les blocs sont, compte tenu de leur fonction, sont relativement interchangeables et ont donc pu être fabriqués presque en série, si l'on peut dire. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien si on considère ce petit diagramme. Les architectes grecs savaient très bien qu'il pouvait y avoir des erreurs de perception. Si l'on se place au pied d'une colonne bien verticale et qu'on la regarde, eh bien, l'impression que l'on a est que la colonne penche vers celui qui la regarde. Donc, pour que l'impression que l'on a soit l'impression d'une colonne verticale, il faut qu'en fait, la colonne penche vers, en s'éloignant, si l'on peut dire, de celui qui la regarde. Donc, rien n'est vertical dans les lignes verticales du Parthénon. Et même chose pour les lignes horizontales. Il y a des erreurs de vision, en somme. Il faut corriger ces erreurs de vision. C'est ce que l'on fait dans tous les temples grecs, mais c'est ce que l'on fait particulièrement dans le Parthénon, compte tenu de la taille du bâtiment, évidemment. C'est-à-dire, si on prend les colonnes des angles, si la colonne était effectivement bien verticale, alors les 4 colonnes des 4 angles seraient bien verticales et les lignes qui les matérialisent seraient parallèles. Or, elles ne le sont pas, elles convergent, ces lignes, à une altitude de l'ordre de 5 mm. Elles convergent parce que les colonnes sont un peu inclinées pour corriger l'erreur de perspective. Ce qui veut dire que ce qui paraît être cylindrique n'est pas cylindrique, ce qui paraît être des parallélépipèdes n'est pas parallélépipédique. Tout est calculé, tout a été mesuré et calculé, et les blocs ne sont pas interchangeables. Et on a construit néanmoins le bâtiment en moins de 10 ans. Sans ordinateur, évidemment. Donc, travail tout à fait remarquable. Mais conséquence aussi sur la restauration. On a pris conscience de ces raffinements du Parthénon que vous voyez là, on en a pris conscience au XXe siècle. Au XIXe, on ne savait pas. Au début du XXe siècle, on ne savait pas non plus. Enfin, on pouvait s'en douter, mais on n'avait pas pris la mesure en fait du phénomène. Ce qui fait que lorsque l'on a commencé la restauration, on a pris des blocs que l'on trouvait et puis on les a empilés sans grande précaution les uns sur les autres. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que des erreurs avaient été commises. Il a donc fallu démonter ce qui avait été fait et refaire ce qui avait été fait antérieurement. Si bien que l'on peut dire aujourd'hui qu'il a fallu moins de 10 ans pour construire le Parthénon et qu'un siècle et demi de restauration ne suffira pas pour achever la reconstruction et encore une reconstruction partielle. Alors voilà donc une vue aérienne de la face sud du Parthénon. C'est là qu'a eu lieu essentiellement l'explosion du bâtiment. Et c'est là que l'on voit bien les blocs qui ont été à la fois provoqués par l'explosion de 1687 et blocs aussi qui ont été démontés sur la vue ancienne. On voyait un mur intérieur du Parthénon qu'il a fallu démonter parce qu'on s'était trompé sur la place des différents blocs. Donc il a fallu classer tous ces blocs, les numéroter, on les a rangés pour qu'ils prennent le moins de place possible, évidemment, et depuis des dizaines d'années, on s'efforce petit à petit de relever les colonnes, de restaurer le Parthénon, comme je l'ai dit tout à l'heure. La colonnade nord est achevée, on n'ira pas plus loin. Pour ce qui concerne la colonnade sud, on y travaille, mais jusqu'à quel point faut-il restaurer? Est-ce qu'il faut effacer
les conséquences de l'explosion de 1687, par exemple. Bon, peut-être on pourrait, après tout, on pourrait reconstituer complètement, comme on l'a fait à Nashville, on pourrait reconstituer complètement le Parthénon. Est-ce que c'est cela vraiment qu'on fera, ou est-ce que l'on va se borner à utiliser les matériaux qui sont sur place pour les remettre à l'emplacement qu'ils occupaient autrefois? C'est plutôt vers cette solution-là qu'on s'achemine aujourd'hui. Et donc, affaire à suivre, la reconstruction du Parthénon est en cours. Il y a des étapes importantes qui ont été franchies, vraiment, mais ce n'est pas terminé. Alors, à l'intérieur du bâtiment, il y a l'offrande consacrée par la cité à la déesse Athéna. Cette offrande, c'est une statue. C'est une statue chryséléphantine, comme on dit en termes techniques. Chryséléphantine, c'est un terme grec utilisé dans l'Antiquité et qui est formé à partir des deux mots, chrysos qui signifie l'or et le mot qui signifie ivoire, ivoire d'éléphant, donc qui était utilisé pour la réalisation de la statue. La statue chryséléphantine, c'est une statue très étrange qui est en fait constituée d'une armature de bois sur laquelle on fixe des plaques de bois sur lesquelles vont être fixées des plaques d'ivoire et des feuilles d'or. Des plaques d'ivoire pour les parties visibles du corps et des feuilles d'or pour tout ce qui est vêtements ou armement. Donc la statue chryséléphantine, malgré son nom, est principalement une statue en bois. Et sur ce bois sont fixées des plaques d'ivoire et des plaques d'or. Donc la statue chryséléphantine, c'est un objet de prix quand même, bien entendu. Des statues chryséléphantines, il y en a plusieurs dans l'Antiquité grecque. Il y en a une à Olympie, par exemple, statue de Zeus. Il y en a donc une à Athènes, statue d'Athéna, il y en a d'autres. On en voit deux au musée de Delphes, par exemple, qui sont des statues chryséléphantines anciennes. Ces statues nous paraissent très étranges. Nous sommes habitués, nous, à considérer les statues grecques comme des statues vraiment très, on pourrait dire d'une certaine manière, très réalistes. Et nous voyons aussi des statues en marbre blanc, en marbre poli. Alors évidemment, intellectuellement, nous savons que les statues antiques, en fait, étaient peintes et qu'elles n'étaient pas blanches. Enfin, voilà, notre œil est habitué à ces statues claires, ces statues en marbre poli. Les statues chryséléphantines ne sont pas du tout en marbre poli, elles ne sont pas du tout claires, elles nous paraissent très étranges. Et c'est une statue de ce genre qu'il y avait dans le Parthénon, à Athènes, une statue qui mesurait près de 12 mètres de haut, une statue colossale, donc près de 12 mètres de haut, représentant la déesse Athéna, habillée en guerrière, c'est-à-dire portant un casque, sur le casque un triple cimier, ce qui est curieux pour un casque. Sur le casque, ces parties-là qui sont pliantes, vous savez, qui peuvent venir protéger les genoux de la guerrière, ce qu'on appelle le parinatide. Et puis un bouclier, et puis une lance. Là, sur cette statue-là, il n'y a pas de lance. Donc, une Athéna guerrière, voilà ce que l'on voyait dans le Parthénon. Une Athéna chryséléphantine, donc, une Athéna qui était une offrande faite par la cité à la déesse Athéna. Nous avons des descriptions de la statue. Nous savons qu'elle mesurait 26 coudées, donc presque 12 mètres de haut. Nous n'avons pas d'image de la statue. Ce que vous voyez là, c'est une statue en marbre qui a été trouvée dans un quartier d'Athènes, Varvakion. C'est une statue qui mesure un peu moins d'1 mètre de haut. Et on considère que cette statue, beaucoup plus petite que l'original évidemment, donne une image approximative, mais quand même convenable, de la statue chryséléphantine. On peut considérer que c'est la meilleure image que l'on ait, en fait, de la statue ancienne. Et donc, à partir de cette image-là, on a pu envisager des restitutions importantes, de même qu'à Nashville, dans le Tennessee, on a établi une restitution du Parthénon, et bien à Nashville, dans le Tennessee, on établit une restitution de la statue d'Athéna. Donc, une statue de 12 mètres de haut, alors évidemment avec les techniques du XXe siècle, c'est-à-dire une armature en métal, ce qui permet de se passer de colonnes pour soutenir la main ici, une armature en métal, l'ivoire a été remplacé par du plâtre et de la fibre de verre, et le bois couvert de feuilles d'or a été remplacé par de l'acier doré à la feuille. Enfin, il a quand même fallu 3 kilos d'or pour dorer le tout.
Et même si le résultat peut nous paraître un petit peu clinquant, il est probable qu'on a affaire là à une restitution acceptable de la statue qui pouvait se trouver dans le Parthénon d'Athènes. Donc une offrande géante, en somme, donnée par la cité, consacrée par la cité à la déesse protectrice de la ville, la déesse Athéna. Donc, le Parthénon, j'ai expliqué quelle était la structure du Parthénon, le Parthénon qui contient la statue, et le Parthénon qui est décoré de sculptures. Je vais parler donc maintenant des sculptures du Parthénon. Alors, un peu de vocabulaire. Le schéma qui est à gauche rappelle les grandes caractéristiques de l'ordre architectural dorique, et le schéma qui est à droite rappelle les grandes caractéristiques de l'ordre architectural ionique. Le Parthénon n'est pas un temple, mais enfin, du point de vue architectural, il répond au principe de l'ordre dorique, c'est-à-dire des colonnes posées directement sur le soubassement, sans socle, des chapiteaux qui sont peu décorés. Dans l'ordre ionique, au contraire, on a des colonnes qui sont posées sur un socle et des chapiteaux qui sont ornés de volutes enroulées sur elles-mêmes. C'est une caractéristique de l'ordre dorique. Pas de volutes sur l'ordre dorique. L'ordre ionique porte une frise, soit sculptée, soit peinte, selon les cas. Sur un bâtiment d'ordre dorique, il n'y a pas de frise. Mais il y a des triglyphes et des métopes qui sont peintes ou sculptées, selon les cas, ou même qui ne sont pas ni peintes ni sculptées, comme sur les propylées. Ça, c'est pour l'ordre dorique. Pour l'ordre ionique, il n'y a pas de triglyphes ni de métopes. Donc, vous voyez, il y a un langage architectural bien précis, un vocabulaire architectural bien précis qui permet de distinguer l'ordre dorique de l'ordre ionique. Et donc, on dira, eh bien, le Parthénon répond au principe de l'ordre dorique, sauf qu'au Parthénon, il y a une frise, alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, prenons un autre schéma, on a vu tout à l'heure, vue axonométrique, qui nous rappelle la structure intérieure du Parthénon. Il y a donc une colonnade qui fait le tour du bâtiment, et sur cette colonnade, il y a les triglyphes et les métopes, qui sont caractéristiques de l'ordre dorique. Mais à l'intérieur, sur le bâtiment qui est à l'intérieur du Parthénon, il y a au sommet du mur, derrière la colonnade par conséquent, il y a une frise qui n'existe pas en principe dans l'ordre dorique, une frise qui, si l'on était en présence d'un bâtiment d'ordre ionique, serait sur la colonnade extérieure, mais qui là est à l'intérieur du bâtiment, derrière la colonnade. Une frise qu'on voit donc mal, qu'on voit très peu en fait hein, mais qui a été placée là. Donc le Parthénon est un bâtiment d'ordre dorique particulier, ayant une certaine forme d'étrangeté, d'une certaine façon, avec cette frise en arrière de la colonnade, la frise des Panathénées dont on va parler. Alors voilà une peinture du peintre anglais d'origine hollandaise Alma Tadema, une peinture qui date de la fin du XIXe siècle et qui nous rappelle donc cette particularité de la frise des Panathénées. On est sur des échafaudages, entre la colonnade extérieure ici et le mur intérieur, au sommet du mur intérieur, il y a donc la frise des Panathénées, et Alma Tadema sait en 1868 que les sculptures dans la Grèce ancienne étaient peintes, donc il a réalisé ici une frise des Panathénées peinte, ce qui était effectivement le cas. Et il a donc imaginé une scène où l'on voit Phidias, ici, présentant la frise des Panathénées à un personnage qui pourrait éventuellement être Périclès. Et là, on pourrait trouver quelqu'un comme Socrate, par exemple, Alcibiade. Bon, est-ce que Alcibiade et Périclès sont vraiment contemporains? Pas complètement, mais enfin, peu importe. On a donc ici une présentation par le sculpteur à la cité des travaux commandés par la cité. Et donc, il y a le personnage de Phidias. Qui est Phidias? Est-ce que c'est l'architecte du Parthénon? Est-ce que c'est le sculpteur de la frise des Panathénées? Alors, il y a des textes qui nous décrivent, bien entendu, les contributions des différents protagonistes, des différents artistes à la construction des bâtiments de l'Acropole et à la construction du Parthénon. On sait par exemple que l'architecte Mnésiclès est l'architecte des Propylées. On pense qu'il a pu éventuellement inspirer l'architecte de l'Érechtheion. Ce que l'on sait de Phidias, c'est que c'est un sculpteur et pas un architecte. Ce que l'on sait de Phidias, c'est que c'est quelqu'un qui a été le responsable du chantier de l'Acropole à l'époque de Périclès. Mais ce sculpteur
ce que l'on en sait, c'est qu'il est spécialisé dans les statues qui ne sont pas en marbre. C'est un sculpteur spécialisé dans, par exemple, les statues chryséléphantines. Donc, lui attribuer la statue d'Athéna, donc Athéna Parthénos, dans la salle principale du Parthénon, ce n'est pas quelque chose d'inconcevable. Il est peut-être, il est même probablement, l'auteur de cette statue. Mais lui attribuer, comme le fait Alma-Tadema, la responsabilité d'avoir réalisé la frise des Panathénées, ça, c'est pas sûr, hein, du tout. Et en tout cas, il n'est certainement pas l'architecte du Parthénon. On a des noms, Callicrates et surtout Iktinos, qui sont certainement les architectes ayant dessiné, défini les particularités du Parthénon et les raffinements du Parthénon. Donc, un programme qui a été conçu, peut-être d'emblée, à l'époque de Périclès, un programme qui a été appliqué par étapes, les Propylées d'abord, le Parthénon ensuite, et puis l'Érythréen pour finir, un programme qui a été mené pour certains bâtiments relativement vite, comme pour le Parthénon, moins vite pour l'Érythréen, et donc un programme en tout cas déployé dans le courant du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui a permis de faire apparaître des monuments de grande taille, des monuments aux proportions soigneusement calculées et des monuments peints. Voilà un dessin qui permet de se faire une idée de ce que pouvait être la peinture des monuments. Ce qui était peint, c'était essentiellement les personnages représentés sur les sculptures. Donc les frontons étaient certainement peints. Les métopes étaient peintes aussi. La frise des Panathénées en arrière de la colonnade était peinte également. On sait que les triglyphes devaient être peints aussi, mais le reste, pas forcément. Peut-être les chapiteaux pouvaient-ils être peints, mais les fûts de colonnes, en tout cas, ne l'étaient pas. Voilà donc une représentation qui peut nous donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler le Parthénon. Voilà un dessin qui avait été réalisé au XIXe siècle par un architecte qui avait compris que les bâtiments étaient peints et qui a donc déployé sur son dessin beaucoup de couleurs et de couleurs très vives. Alors, il a peut-être un petit peu exagéré, mais les couleurs très vives, oui, probablement. Couleurs très vives qui permettent, quand on est au pied du Parthénon, de voir le fronton, par exemple, de voir la scène qui est représentée sur le fronton. On est là à une quinzaine de mètres de haut quand même, hein, on ne voit pas forcément tous les détails, sauf si les statues sont peintes et se détachent sur un fond sombre, par exemple. Voilà une autre représentation du Parthénon peint. Là, j'ai pris un extrait de la bande dessinée de Jacques Martin, Les Aventures d'Alix, et vous voyez un fronton peint, vous voyez des triglyphes et des métopes peintes, des chapiteaux peints, c'est une possibilité, mais c'est une évocation assez convenable du Parthénon tel qu'on peut se le représenter aujourd'hui. Alors, ces sculptures, donc, sont très ruinées. Elles ont été endommagées par plusieurs mécanismes. D'abord, le fait que le Parthénon a été transformé en église, puis en mosquée, donc au Moyen-Âge. Le fait que, notamment lorsque le Parthénon a été transformé en église, on a retiré une bonne partie des frontons, notamment, qui racontaient une scène, qui racontait une histoire qui ne coïncidait pas du tout avec le dogme chrétien, bien sûr. Le Parthénon, les sculptures du Parthénon ont souffert parce qu'elles ont été bombardées et détruites du fait de l'explosion de 1687. Et puis elles ont souffert aussi du fait d'avoir été arrachées de façon barbare par Lord Elgin. De façon barbare, c'est une expression que Lord Elgin a employée lui-même. De façon barbare, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a extrait par la force à la baramine les pierres sculptées et qu'on les a coupées en deux pour alléger, on les a taillées, si vous voulez, pour alléger les pierres de façon à les transporter en Angleterre. Cette gravure nous montre la salle du British Museum en 1832, lorsque les marbres du Parthénon sont présentés pour la première fois. On voit que l'on a représenté en même temps, dans la même salle, par exemple ici, les fragments des deux frontons du Parthénon. On a représenté en même temps, dans la même salle, les métopes prises sur le Parthénon. On a représenté ici la frise des Panathénées. Donc, la frise des Panathénées, les métopes, les frontons sont mis au même endroit. Pour faire bonne mesure, on a ajouté aussi une cariatide, parce que Lord Elgin n'a pas pris seulement la frise des Panathénées, il a pris aussi une des cariatides sur l'Érythréon, et il a pris également une colonne de l'Érythréon que l'on voit. Donc tout cela est mis en même temps dans une salle. En 1832, un tel amoncellement se comprend, c'est l'usage de l'époque.
Par la suite, la salle a été modifiée, les salles ont été modifiées, on les a agrandies, et là, vous avez une photo qui vous montre la disposition à partir de 1923. Donc, voit-on les frontons, on voit la frise, ici, derrière les frontons, alors qu'en fait, la frise n'est pas derrière les frontons, et on voit les métopes qui sont disposées au-dessus des frontons, alors qu'en fait, elles se trouvent en dessous des frontons. Donc, une disposition qui est très contestable, hein, mais qui est conforme à ce que l'on pense, du moins à ce que l'on accepte, en 1923. Et voilà une image, une photographie montrant la disposition à partir de 1939, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les métopes sont présentées dans une salle, la frise est présentée dans une autre salle, à proximité des frontons. On a donc fait un classement, si on peut dire, typologique. Métope d'un côté, frise de l'autre, alors qu'en fait, elles sont présentées sur le bâtiment au même endroit, pas exactement à la même hauteur, mais au même endroit quand même. Donc une disposition qui est très contestable dans une salle où il y a la verrière qui donne, comme je disais tout à l'heure, une lumière grisâtre, qui ne rend pas justice aux sculptures antiques qui, par ailleurs, ont été patinées par le passage du temps. C'est pourquoi, en 1939, pour raviver tout cela, on n'hésite pas à passer ces sculptures à la paille de fer, hein, pour raviver un petit peu leur apparence, chose qu'aujourd'hui, on ne ferait évidemment pas. Si vous passez des sculptures à la paille de fer, comment pouvez-vous ensuite étudier les résidus de couleur, hein, qui ont pu subsister dans certaines parties de la sculpture? Les sculptures du Parthénon ont été sabotées, en quelque sorte, en 1939. C'est comme ça qu'on peut les juger aujourd'hui. Alors voilà la présentation qu'on fait à Londres du fronton est du Parthénon, et j'ai superposé une restitution en plâtre que l'on voit à Athènes, pas à Londres, et qui nous montre le thème du fronton est, donc sur la face principale, la façade principale du Parthénon, la naissance d'Athéna. Athéna, divinité protectrice d'Athènes, et la naissance d'Athéna, Athéna qui est sortie toute armée de la tête de son père, Zeus, hein, et c'est ce que montrait probablement le fronton est du Parthénon. Voilà ce à quoi ressemble le fronton ouest du Parthénon. Donc, même chose, hein, ce qui reste du fronton ouest, vous voyez pas grand-chose, et la restitution qu'on peut éventuellement en donner à Athènes aujourd'hui. Cela nous montre un épisode important de l'histoire mythique d'Athènes, la querelle entre Athéna et Poséidon. Entre Athéna et Poséidon, donc, querelle pour savoir qui sera la divinité protectrice d'Athènes. Poséidon apporte comme preuve et comme cadeau aux Athéniens, symbolisé par le trident, il leur apporte ce qu'on pourrait appeler la maîtrise des mers. Et Athéna apporte comme cadeau aux Athéniens, comme preuve de la protection qui va leur être apportée, l'olivier. L'olivier qui est à la fois un arbre, mais aussi une source de produits, huile, produits alimentaires, produits pour l'éclairage. Enfin, l'olivier est un arbre absolument essentiel, évidemment, dans l'Antiquité, et pas seulement dans l'Antiquité. Et donc, Athéna apporte l'olivier, querelle entre Athéna et Poséidon, entre l'olivier et le trident, et dans la mythologie des origines, dans le récit mythique des origines d'Athènes, cette querelle entre Athéna et Poséidon est un élément important. C'est cela qui était représenté probablement sur le fronton de la face ouest du Parthénon sur l'Acropole. Et voilà donc une vue prise au musée de l'Acropole. Alors évidemment, au musée de l'Acropole, ce que l'on voit, ce sont des moulages, bien sûr, hein, puisque les originaux sont à Londres. Mais enfin, on voit ici donc une disposition qui rappelle que les métopes ne se situaient pas exactement au même endroit que la frise, mais quand même à proximité, que les métopes étaient situées au sommet de la colonnade extérieure, et que la frise était située derrière la colonnade extérieure et sur le mur intérieur, et le tout baignant dans la lumière naturelle. La photo ici est prise en fin de journée, donc vous avez la lumière sur les couchons, c'est absolument magnifique. Et vous avez, à travers les vitres, évidemment, une vue, alors pas sur cette photo-là, là nous sommes sur la face sud, hein, mais une vue donc directement sur l'Acropole. Et donc, voyons un petit peu ce qu'il en est, non pas des métaux, je ne veux pas commenter les métaux, mais je vais commenter la frise. La frise des Panathénées, il y a là une photographie qui vous montre donc la colonnade, hein, on voit ici les colonnes, et en arrière-plan, on s'est arrangé pour
cadré et pour que la frise soit visible. En arrière-plan, donc des copies qui ont été fixées à l'endroit où étaient les originaux pour donner une idée des proportions, une idée des angles aussi que l'on pouvait avoir. Donc cette frise des Panathénées a été établie sur le mur intérieur de la cella, enfin sur le mur intérieur du Parthénon, et le déroulement complet de la frise, c'est environ 159 mètres. 159 mètres, la frise est un petit peu plus petite que les dimensions extérieures du Parthénon, bien sûr. 159 mètres qui montrent 378 figures humaines et 245 animaux qui sont donc représentés dans la frise, et donc tout un peuple qui grouille en somme sur cette frise. Que représente cette frise? Fondamentalement, ce que l'on voit, ce sont des cortèges, ce sont des processions. Et donc, on appelle cette frise la frise des Panathénées parce qu'on peut dire que ce qui est évoqué, ce sont les grands cortèges, les grandes processions qui se tenaient à Athènes une fois tous les 4 ans, au moment de la fête des grandes Panathénées. La fête des grandes Panathénées était célébrée au mois d'Hécatombaïon, donc c'était en gros au mois de juillet. Fête nationale en quelque sorte pour Athènes, qui se tenait une fois tous les 4 ans et qui était constituée à la fois par des concours gymniques, des courses de chars, des concours artistiques, de musique par exemple, et puis d'autre part des sacrifices, d'autre part des processions pour aller remettre à la déesse une offrande solennelle. La statue en or et en ivoire, c'est une offrande qui était faite une fois pour toutes, mais à chaque grande fête, il y a une offrande qui est apportée à la déesse, et donc les processions des Panathénées pouvaient avoir cette signification-là aussi. Donc, plusieurs éléments composent la grande fête des Panathénées, et on retrouve ces éléments dans la frise. On voit par exemple la cavalcade. La cavalcade, c'est donc le défilé des cavaliers que l'anonyme de Nointel a pu voir, a pu dessiner en 1674. Le défilé des cavaliers. Alors, qu'est-ce que c'est que les cavaliers dans la société athénienne? C'est à la fois, évidemment, le défilé de ceux qui ont un cheval de guerre, qui ont un cheval, qui ont les moyens d'entretenir un cheval, donc c'est une certaine catégorie de la société, mais c'est aussi un certain âge. Les cavaliers sont jeunes. C'est la jeunesse qui est capable de défiler sur un cheval. C'est donc à la fois l'avenir de la cité, la jeunesse, et en même temps la force de la cité, la dimension militaire, on pourrait dire, de la cité. Donc, élément important. Évidemment, la cavalcade, le défilé des chevaux, ça ne se faisait pas sur l'acropole. Les chevaux ont du mal à monter sur l'acropole, évidemment, et donc ça se faisait bien sûr en contrebas. Voilà une pierre gravée donc, qui était sur l'acropole, qui est à Londres aujourd'hui, et qui nous montre l'état dans lequel se trouvent les pierres de l'acropole. Bien sûr, le passage du temps s'observe, hein, les pierres ne sont pas en parfait état. Ce qui a disparu aussi, ce sont les éléments de bronze qui avaient été fixés sur les marbres taillés, sur les marbres sculptés, éléments de bronze, par exemple, pour symboliser les morts et les reines que l'on utilise pour les chevaux. Donc, ces éléments de bronze, on en voit les traces, là, il y a les trous permettant de fixer ces ornements. Ces ornements ont disparu, mais il y a longtemps, évidemment, et on en voit la place. Donc, la cavalcade, c'est un élément important, c'est l'élément le plus spectaculaire peut-être de la frise. On voit également les préparatifs des sacrifices. Il y a plusieurs sacrifices au moment de la fête des grandes Panathénées, plusieurs, et notamment 2. Sur l'acropole. Un premier sacrifice est célébré juste à l'entrée sur l'acropole, devant les propylées, juste là. On entre sur le plateau et il y a un premier sacrifice. Puis il y a un second sacrifice qui est célébré devant la façade principale du Parthénon, donc devant la façade est du Parthénon, un peu plus loin sur le plateau. Le sacrifice, c'est une manifestation de piété, c'est une manifestation de communication avec les dieux, hein, bien sûr. Et techniquement, le sacrifice, ça consiste à sélectionner des victimes animales
qui vont être offertes aux dieux, qui vont être sacrifiées, qui vont être abattues, par conséquent, pour les dieux. Et la frise des Panathénées met à l'honneur aussi ces victimes. Et ces victimes-là, bien entendu, elles font l'effort de monter sur l'acropole, puisqu'il faut qu'elles soient sacrifiées sur le plateau. Il est entendu que les victimes sont consentantes, hein, que les victimes ont montré leur assentiment pour être sacrifiées, parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que les victimes ne veulent pas être sacrifiées, que donc les dieux ne reçoivent pas, ces victimes n'agréent pas le sacrifice qu'on envisage de leur consacrer. Les victimes doivent être consentantes, et il faut tout faire pour qu'elles le soient, bien qu'elles aient à grimper jusqu'à 156 mètres de hauteur par un plan incliné qui est indispensable pour cela. Donc, les préparatifs du sacrifice que l'on voit sur la frise des Panathénées, ou plutôt que l'on voit sur le dessin de l'anonyme de Nointel, parce que dans la réalité, évidemment, tout cela est très endommagé, quand ça n'a pas complètement disparu du fait du bombardement vénitien de 1687. Voilà donc un autre aspect de ces préparatifs du sacrifice que l'on voit ici. Il y a des joueurs d'Olos, hein, on joue de la musique pendant le sacrifice, parce qu'il faut que le silence règne. Et le silence règne d'autant mieux que le silence est occupé par la musique. La musique couvre les bruits qui pourraient apparaître, notamment venant des victimes sacrificielles qui, de compte fait, pourraient éventuellement se raviser. Alors, donc, des cortèges, des processions composées de plusieurs catégories. Il y a les cavaliers, il y a les personnes qui préparent le sacrifice, et ces processions convergent. Elles partent, si vous voulez, de la façade ouest, l'arrière du Parthénon, et elles convergent de chaque côté vers la façade est du Parthénon, la façade principale du Parthénon. Et ce que vous voyez là, c'est la façade est, avec les moulages des sculptures qui ont été emportées en Angleterre, moulage des frontons, du fronton est, moulage des métopes et moulage ici de la frise. Alors, moulage, oui, il y a quand même quelques pierres gravées, pierres sculptées qui sont restées à Athènes, malgré tout. Il y en a quelques-unes, celles qui sont en moins bon état. Et puis, il y a une pierre, je vous la montrerai, qui n'est pas allée à Londres, mais qui est allée à Paris, au musée du Louvre, elle est aujourd'hui. Donc, ces processions convergent vers la face est, vers l'entrée est du Parthénon, donc, que l'on voit ici, c'est-à-dire cette face-là. Et il y a donc les préparatifs du sacrifice, et il y a d'autre part le cortège de celles qui ont réalisé les offrandes, de celles qui ont fabriqué les offrandes. Je ne veux pas entrer dans le détail, il y a plusieurs catégories qui interviennent, mais ce sont des jeunes femmes qui ont tissé le vêtement qui va être offert à la déesse, ces jeunes femmes qui à la fois ont tissé le vêtement et apportent le vêtement solennellement à la déesse au moment de la procession. Le tout sous la supervision et sous la protection de ce qui encadre évidemment le travail de préparation de l'offrande. La pierre que vous voyez là, qui est celle qui est la mieux conservée de toute la frise, même s'il manque les têtes, cette pierre est le seul fragment de la frise des Panathénées qui soit conservé au musée du Louvre et pas à Athènes ni à Londres. Alors, il y a d'autre part, dernière catégorie de personnages visibles sur la frise, il y a les dieux. Les dieux que l'on voit sur ce dessin de l'anonyme de Nointel, mais les dieux que l'on voit aussi sur cette pierre. Les dieux, ici, on a Hermès, Dionysos, Déméter et Arès. Il y en a quelques autres qui sont représentés, mais sur des pierres mal conservées. Les dieux qui, on pourrait dire, assistent à la procession. La procession est consacrée à l'hommage que l'on va rendre aux dieux, donc à eux. Mais comme on le voit, les dieux ne sont pas très attentifs. Ils sont présents, mais ils ne s'intéressent pas plus que cela, si l'on peut dire, aux activités des hommes. Ils ne s'intéressent pas excessivement à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la remise des offrandes à la déesse, notamment la remise du vêtement cérémoniel qui a été réalisé par les jeunes femmes qui ont filé, qui ont tissé ce qu'on appelle le péplos. Donc le péplos, c'est le vêtement pour la déesse, le vêtement en général, mais le vêtement pour la déesse en particulier. Et ce vêtement est remis ici à l'archonte roi. L'archonte roi, c'est un magistrat élu qui organise
les grandes manifestations de la religion civique à Athènes. C'est un magistrat donc, qui a la responsabilité d'organiser ces manifestations. Et donc, c'est à lui qu'est remis le péplos, qui sera ensuite déposé sur la statue de culte, sur la statue d'Athéna, la statue donc, que l'on va honorer avec, cette offrande qui est vraiment l'élément central de la fête des Panathénées. La fête des Panathénées, c'est essentiellement ça. Et il y a autour toute une série de manifestations secondaires, mais l'essentiel, c'est ça, c'est la remise du péplos. Et comme on le voit, la frise des Panathénées n'est pas une sorte de bande dessinée racontant la grande fête qui a lieu à Athènes tous les 4 ans. Elle montre des séquences, elle montre des éléments qui, qui ne se produisent pas forcément exactement au même endroit, ni exactement au même lieu. Les cavaliers ne montent pas sur l'acropole, par exemple. Les victimes sacrificielles montent sur l'acropole. Mais les victimes sacrificielles sont sacrifiées à un jour précis, et ce n'est pas le jour de la cavalcade. Donc, la frise associe des séquences légèrement différentes, mais qui ont quand même un point commun. Et ce point commun, ce sont les cérémonies en l'honneur de la divinité, c'est-à-dire la remise du péplos à la divinité. Et à la divinité et aux dieux en général, des dieux qui, par ailleurs, ne sont pas très attentifs. Et donc, l'interprétation qu'on peut en donner, c'est cela. Ce que montre la frise des Panathénées, c'est la cité, c'est la société des Athéniens qui, pieusement, vient remettre une offrande à la divinité et qui dit finalement, voilà ce que nous sommes trop petites choses pour intéresser vraiment les dieux, mais voilà ce que nous sommes. Elle ne représente pas une scène précise, mais elle représente un sentiment précis. Et ce sentiment, c'est le sentiment de piété qui affecte la cité vis-à-vis de la déesse. C'est une belle manifestation de piété qui est représentée sur un bâtiment qui, par ailleurs, n'est pas un temple. Le temple, ce n'est pas le Parthénon, le temple, c'est l'Erechtheion qui est à côté. Et le péplos va être déposé sur la statue d'Athéna, qui est dans l'Erechtheion, et pas sur la grande statue, évidemment, qui est dans le Parthénon. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment particulier, un bâtiment original, un bâtiment, je ne dirais pas étrange, mais un bâtiment très spécifique, qui est souvent mal compris. Alors, bon, il y a quand même un temple sur l'Acropole, et nous allons parler du temple pour terminer. Donc, le sanctuaire de la cité des Athéniens, avec le temple. Il y a plusieurs temples, en fait, mais je parlerai de l'Erechtheion essentiellement. Alors, une vue générale donc, de l'Acropole, on a déjà vu cette photographie qui montre l'Acropole. En arrière-plan, là, vous avez le port du Pirée. Hein, et puis, aujourd'hui, l'énorme ville d'Athènes, hein, plus d'un habitant de la Grèce sur 3 vit à Athènes, presque la moitié de la population vit à Athènes aujourd'hui. Et c'est donc un colosse urbain considérable. Mais en 1674 encore, la ville d'Athènes, c'était ce quartier blotti au pied de l'Acropole. Hein. Imaginez la différence qui s'est produite à partir de la fin du 19e siècle essentiellement. Alors, donc voilà le Parthénon, la face est du Parthénon ici. Nous avons parlé des propylées qui sont là sur la partie ouest de l'Acropole. Et vous avez ici l'Erechtheion, qui est le véritable temple. Donc l'Erechtheion d'Athènes, que l'on voit perché sur l'Acropole, au bord du rocher, ou plus exactement au bord du terre-plein qui a été construit pour augmenter la superficie de l'Acropole, et l'Erechtheion qui a une structure très, très originale. Ce que l'on voit ici, ce sont les différents éléments de l'Erechtheion, et en arrière-plan, vous avez là le Parthénon avec ses grues. La profondeur de champ a été écrasée par le zoom. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Erechtheion? C'est donc un temple. Et qu'est-ce que c'est qu'un temple? Le temple antique, le temple grec antique, c'est vrai aussi pour les temples romains de toute façon, le temple n'est pas un lieu dans lequel les fidèles peuvent entrer pour adorer la divinité, pour adorer ce qu'on pourrait appeler la présence réelle de la divinité. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre un temple grec et une église chrétienne, par exemple. Ce sont des choses complètement différentes. Mais le temple grec n'est pas non plus un endroit, un lieu où les fidèles pourraient entrer simplement pour honorer la divinité à l'image de ce que l'on peut faire dans une mosquée ou dans une synagogue. Donc, tout sépare le temple grec de la mosquée et de la synagogue et de l'église chrétienne. Le temple, c'est un lieu où l'on va honorer les dieux, bien sûr, mais ce n'est pas forcément un bâtiment. C'est un lieu
qui est consacré et donc au culte, un lieu qui rappelle aussi tel ou tel personnage, des héros fondateurs par exemple. Et l'Erechtheion, c'est dans ce sens un temple dédié à la fois aux divinités protectrices des origines d'Athènes, Athéna et Poséidon, on a rappelé tout à l'heure, hein, l'olivier et le trident, et un lieu consacré aux héros mythiques fondateurs de l'Athènes primitive. Ça, c'est le récit athénien des origines d'Athènes, Kékrops, Érectée, Pandrosos. Bon, ces personnages mythiques ont existé ou pas, peu importe, mais il y a sur l'acropole, en tout cas, un endroit consacré au souvenir de ces personnages, un endroit que l'on considère comme étant les témoins de ces personnages. Les témoins, ça peut être la tombe de Kékrops, la tombe d'Érectée, le lieu consacré à Pandrosos. Donc voilà ce qu'est un temple. À l'intérieur du temple, on ne sacrifie pas les victimes à la divinité. Les victimes sont sacrifiées à l'extérieur du temple, jamais à l'intérieur. Et à l'intérieur du temple, on peut entrer éventuellement, bien entendu, c'est pas du tout un saint des saints, mais a priori, il n'y a pas vraiment de raison d'entrer dans un temple. Si on veut célébrer la divinité, ça se fait à l'extérieur, par la consécration d'un sacrifice, et sinon par la prière qui peut se faire un peu n'importe où. Et c'est ce qui explique évidemment la structure très, très spéciale de l'Erechtheion. La structure de l'Erechtheion, vous voyez, c'est donc Erechtheion, le temple consacré à Érectée et à quelques autres personnages. Il y a d'abord un bâtiment principal que l'on voit là, et puis vous avez collé à ce bâtiment principal un portique, ici sur la face nord, vous avez la tribune des Cariatides qui est ici sur la face sud, et vous avez au pied de la face, donc là c'est la face ouest de l'Erechtheion, vous avez un espace en contrebas où il y a un olivier. Espace en contrebas, donc par rapport à la façade ouest de la partie principale de l'Erechtheion. Alors voilà par exemple le portique nord. Ce portique nord donc est perché juste sur le bord de l'acropole et il est censé recouvrir le témoin d'Érectée, la tombe d'Érectée, témoin d'Érectée qui existait avant la construction de l'Erechtheion, et l'Erechtheion a recouvert ce lieu. Même chose pour le portique des Cariatides. Le portique des Cariatides est construit là où il y avait le témoin de Kékrops, la tombe de Kékrops, et le portique des Cariatides recouvre cette tombe de Kékrops. Et au pied de la façade principale, vous avez un espace en contrebas. C'est là que Poséidon avait planté son trident pour faire jaillir, non pas la mer quand même pas, mais le son de la mer, le bruit de la mer. Et c'est là que Athéna a fait surgir l'olivier, donc don d'Athéna à la cité. Et donc dans la mythologie athénienne, l'olivier que l'on voit sur l'acropole, c'est l'olivier d'Athéna, c'est l'olivier sacré d'Athéna qui remonte aux origines de la cité. Lorsque les Perses s'emparent de l'acropole en 480, lorsqu'ils détruisent les monuments de l'acropole, lorsqu'ils détruisent l'olivier, lorsqu'ils brûlent l'olivier, on voit, après la défaite des Perses, on voit des rejets de l'olivier, et l'olivier continue à croître et à prospérer. C'est difficile de tuer un arbre vivant, hein, même par l'incendie. C'est pourquoi il y a souvent des rejets après les incendies, surtout s'ils n'ont pas été trop violents. Et donc, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons affaire là aux lointains descendants de l'olivier sacré d'Athéna. Bon, il y a peut-être eu quelques oliviers replantés depuis, c'est probable, mais dans le récit des origines, en tout cas, c'est l'olivier d'Athéna. Voilà de plus près. Donc, notez la particularité de la tribune des Cariatides. Je vais revenir juste en arrière. Il n'y a pas de communication entre la tribune des Cariatides et le bâtiment principal, et la salle principale du bâtiment de l'Erechtheion. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte sur le côté ouest ni sur le côté sud de la tribune des Cariatides. Il y a juste une petite anfractuosité, une sorte de petite échelle qui permet de grimper dans la tribune. Et puis on peut accéder à la tribune en passant par-dessous. Voilà. Donc c'est très étrange cette structure de la tribune des Cariatides. Elle ne communique pas du tout avec le temple de l'Erechtheion, paradoxalement. Alors voilà la façade est de l'Erechtheion, on a fait le tour de l'Erechtheion. Donc on voit bien ici le portique des Cariatides, voilà la petite échelle qui permet de grimper dans le portique. On ne voit pas le portique nord, mais on peut en supposer l'existence. Là pour le portique nord, on peut très bien passer par cette porte. Alors,
Un bâtiment curieux, donc très composite, portique des Cariatides, bâtiment principal, portique nord, l'Olivier qui est là, bâtiment étrange, perché sur le bord de l'acropole et qui comporte des décorations particulières, comme par exemple les Cariatides. Alors, à quoi sert le portique des Cariatides et que sont les Cariatides? Bon, les Cariatides, on voit bien, ce sont des colonnes, hein, des statues colonnes. Bon. Les originaux sont présentés au musée de l'Acropole. Sur l'Acropole elle-même, il y a des copies à cause de la pollution atmosphérique. Vous voyez que celle-ci, notamment, a été très endommagée par la pollution atmosphérique. Notez qu'il y a 6 colonnes, 6 cariatides, mais que dans le musée, on n'en présente que 5. Il y a un emplacement disponible pour la 6e parce que Lord Elgin a emporté l'une des colonnes, l'une des cariatides en 1802. Il a emporté la frise, il a emporté les métopes, il a emporté des éléments des frontons, il a emporté une cariatide et il a emporté une colonne de l'Erictheion. Et bon, on voit bien ce que sont les cariatides, mais à quoi sert la tribune des cariatides? Eh bien, en fait, on ne sait pas. Le mot tribune suggère l'idée qu'on pourrait peut-être faire du haut de cette tribune des proclamations à la population. Mais ces proclamations à la population, si on les fait sur l'agora, on les fait au pied de l'acropole, on ne les fait pas sur l'acropole. Il n'y a rien à proclamer sur l'acropole, en fait. Donc, en plus, cette tribune des cariatides est difficilement accessible, on ne peut pas y accéder de l'intérieur du temple. Il faut passer par les sous-sols, il faut passer par l'extérieur. C'est tout à fait curieux, évidemment. Donc, on ne sait pas très bien à quoi servait cette tribune, sauf à immortaliser, à représenter, à souligner la présence du témoin d'Érectée, d'autrefois, donc du témoin de Kékrops, du témoin de Pandrosos. Il faut se souvenir qu'avant le bâtiment, il y avait ces éléments de culte qui étaient là et dont on a conservé plus que le souvenir, en fait, dont on a conservé, matérialisé l'emplacement. Voilà donc une vue rapprochée de la mieux conservée des cariatides de l'acropole. Là, c'est donc l'original, bien sûr. La copie, eh bien, elle est ce qu'elle est. Mais si on veut voir une cariatide en bon état, eh bien, il faut y aller. Il faut aller, on l'avait dit l'autre jour, il faut aller à Tivoli, où à l'époque de l'empereur Adrien, on a réalisé des copies des cariatides de l'acropole. Et celles-là se sont mieux conservées, parce qu'on n'est pas en pleine ville, évidemment. Elles se sont mieux conservées qu'Athènes. Alors, parlons de la salle principale maintenant de l'Erictheion. Donc, on a affaire à un bâtiment qui est d'ordre ionique. L'ordre ionique qui se caractérise par des colonnes très effilées, des colonnes reposant sur un socle, des colonnes dont le chapiteau est décoré de volutes enroulées sur elles-mêmes. Sur ces colonnes, sur un entablement, on voit une frise. Alors la frise peut être soit une frise végétale, comme celle qu'on voit là, soit une frise représentant des personnages. Là, on voit que les sculptures ont disparu. Et puis au-dessus, il y a donc un fronton qui a disparu ici également. Donc voilà la frise ionique végétale, donc la moins décorée de celle qui existe. Et donc, la frise sur la façade est ne s'est pas conservée. Il y en a quelques vestiges, en fait, mais on voit très bien que cette frise était en fait disposée sur un fond de calcaire gris bleuté, et les statues étaient rapportées et fixées sur ce fond de calcaire gris bleuté. Ce qui reste, vous voyez, est quasiment informe. On ne sait pas trop ce que représentait la frise. Bon, voulez-vous interpréter ce que vous voyez là? On ne sait pas trop ce que représentait la frise, mais les sculptures avaient été réalisées sans doute à l'atelier, donc tout en même temps, en fait. Et puis ensuite, on a pu les disposer rapidement sur l'emplacement qui avait été préparé. C'est une manière de faire qui n'est pas celle qui a été utilisée sur le Parthénon, où là, on a sculpté les blocs de pierre après que ceux-ci ont été installés là où il fallait les installer. Alors voilà donc une restitution, si on veut, de l'Erictheion avec les couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, à quoi servait l'Erictheion? C'est le véritable temple. Dans la partie principale, dans le bâtiment principal de l'Erictheion, il y avait, et on le sait parce que beaucoup de textes nous décrivent ça, et notamment un texte de Pausanias. Pausanias, c'est un voyageur du IIe siècle après Jésus-Christ qui a visité l'Acropole, qui a décrit ce qu'il voyait, qui a décrit l'Erictheion et qui a décrit l'intérieur de la salle principale de l'Erictheion. Ce qui a frappé Pausanias dans cette salle, c'est
le lampadaire, si on peut dire, c'est la lanterne, une lanterne en bronze donc ciselé, une lanterne dont Pausanias nous dit qu'elle brille perpétuellement, hein, on ne sait pas exactement comment cela a été possible, et donc c'est cela qui a frappé Pausanias. Il décrit la lanterne, il voit la statue qui est juste à côté, mais il n'en parle pas parce qu'il décrit la lanterne, et peut-être parce qu'il pense que tout le monde sait ce que c'était que cette statue. Alors, nous avons donc des textes qui évoquent la statue, et ce que nous en savons, c'est ceci. Le mot grec employé pour la désigner, c'est xoanon, et le xoanon, c'est un morceau de bois à peine équarri, sur lequel on va fixer des pieds, des mains en terre cuite, une tête en terre cuite. Voilà ce que c'est que la statue de culte d'Athéna sur l'acropole à Athènes. Ce n'est pas du tout la grande statue chryséléphantine qu'il y a dans le Parthénon. Cette statue chryséléphantine, c'est une offrande à la déesse, ce n'est pas la statue de culte. La statue de culte, c'est le xoanon dans l'Érictéion. Donc, statue étrange, évidemment, et c'est ce bloc de bois sur lequel on va déposer le péplos, réalisé par les jeunes Athéniennes dans les mois précédant la fête des grandes Panathénées, péplos qui est apporté solennellement sur l'acropole, non pas au Parthénon, c'est ce que montre la frise du Parthénon, néanmoins. Le péplos n'est pas apporté au Parthénon, il est apporté à l'Érictéion qui est à côté. Et puis ensuite, le péplos est disposé sur ce morceau de bois. Donc, statue étrange pour une statue de culte. Et là, il faut faire un petit peu de vocabulaire pour comprendre à quel point c'est étrange. Le mot qui est employé en grec ancien pour désigner les statues de culte, c'est le mot agalma. Et ce n'est pas le mot que l'on emploie pour désigner cette statue de culte. Là, c'est xoanon. Et il y a d'autre part un mot qui est employé pour désigner toutes les statues qui ne sont pas des statues de culte, et c'est le mot idole que l'on emploie. Donc, agalma et idole, ce sont des statues. Agalma, statue de culte, idole, statue ordinaire. Le mot agalma n'est pas passé en français, le mot idole est passé en français pour désigner justement des statues religieuses, ensemble. Le mot agalma a été oublié. Et xoanon n'est pas passé non plus en français, c'est le mot qui est employé pour désigner cette statue-là, qui ne ressemble donc ni à une statue de culte ordinaire, ni à une statue ordinaire. Et ce bloc de bois à peine équarri, recouvert du péplos, c'est lui qui concentre la dévotion des Athéniens. C'est vers lui que se tournent les Athéniens au moment de la fête des grandes Panathénées, et c'est vers lui aussi que se tournent les Athéniens chaque année au mois de mai, lorsqu'il y a la fête des Plinteria. La fête des Plinteria, ça consiste à faire le ménage dans l'Érictéion, à dévêtir la statue, retirer le péplos, une année sur 4 on le change, et à porter cette statue jusqu'au Pirée, donc à quelques kilomètres, pour laver la statue dans la mer, puis ensuite revenir, rétablir la statue là où elle était. Donc pendant une journée, à la fin du mois de mai, il y a une situation étrange à Athènes, la statue de culte n'est plus à Athènes. C'est un jour très néfaste, hein, évidemment, pour la cité, et à la fin de la journée, la statue revient, donc il y a des festivités qui peuvent être organisées. C'est donc la fonction principale de l'Érictéion, le temple de la déesse Athéna sur l'acropole. Alors, quelques mots de chronologie pour terminer. Les bâtiments de l'acropole sont entrepris donc dans les années 440 avant Jésus-Christ. Donc, le Parthénon, par exemple, commence à être construit en 438 et la construction va assez vite à l'époque de Périclès. Mais l'Érictéion, lui, est construit tardivement, à la fin du IVe siècle, et la construction de l'Érictéion s'achève en 404. Donc, il s'est écoulé bien plus d'un demi-siècle entre le début et la fin des travaux de l'acropole. Périclès est mort depuis longtemps lorsqu'on réalise l'Érictéion. Mais la date de 404 est intéressante. C'est la date où s'achève le programme architectural de l'acropole, et c'est aussi la date de la fin de la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse est une guerre qui a opposé Athènes à Sparte, mais qui a opposé Athènes et ses alliés à Sparte et ses alliés. Donc, guerre générale dans le monde grec. À la fin du IVe siècle, à la fin du Ve siècle, excusez-moi, cette guerre s'achève en 404 par la défaite d'Athènes. Et donc, on voit bien la situation particulière. Les monuments de l'acropole ont été construits dans l'esprit de Périclès pour marquer la puissance d'Athènes, qui est une puissance militaire et politique qu'il faut développer sur le terrain des symboles, sur le terrain artistique aussi. Et lorsque ce programme est achevé,
eh bien, il n'y a plus de puissance militaire et politique d'Athènes. Athènes était une grande puissance au 5e siècle, elle ne l'est plus au 4e siècle. Et elle convertit donc cette ancienne puissance matérielle et militaire, elle la convertit en un rayonnement culturel, artistique, esthétique, et la date de 404, achèvement de l'Érechtheion, a cette signification-là. Défaite d'Athènes, matériellement, mais suprématie d'Athènes sur le terrain symbolique. Le soft power, n'est-ce pas, est ainsi magnifié à cette époque par la réalisation des travaux de l'Érechtheion. Voilà, donc notre promenade sur l'Acropole se trouve achevée. Je vous remercie de m'avoir écouté.